Cette table ronde, on a vraiment voulu table ronde initialement. On ne pensait pas forcément nous ici et vous loin de nous. On aurait bien voulu faire une table, vous auriez mangé vos carottes, nous nos frites. Ça aurait été très sympathique et on aurait pu discuter, être plus proches. Sauf qu'on a eu la chance de rencontrer un grand engouement par rapport à cette table ronde. Et pour des soucis techniques et que vous puissiez tous vous asseoir confortablement et nous aussi, voilà, dans ce dispositif-là, ce n'était pas forcément le dispositif voulu. Néanmoins, vous aurez la parole pendant cette table ronde. On vous a laissé un espace de temps, de questions, de réflexion à la fin de la table ronde. Donc on aura un micro, vous pourrez le passer, on vous le passera, etc. Juste pour le préciser, cette table ronde, elle va être enregistrée, captation vidéo comme vous le voyez par ici, et captation son, grâce à Radio Campus qui nous prête du matériel. Merci beaucoup. C'est très important pour nous d'enregistrer, puisque le but, c'est que c'est tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça puisse être archivé, ça puisse être réutilisé pour des recherches, que vous puissiez les envoyer à vos amis, etc. etc. Il faut que ça continue à se diffuser. Tout ce qu'on dit là n'est pas perdu, il faut que ça reste et que ça puisse être encore partagé. Donc je me présente et je vais présenter ensuite je laisser mes collègues se présenter elles-mêmes. Donc je m'appelle Héloïse Russo, donc je suis la secrétaire d'Accours de Son. Je suis également une associative convertie, puisque je suis dans d'autres associations, dont Retour de scène Dynamusique, qui organise Magic Bus, Faune, qui est une association qui parle des poissons, de la vie marine et de la sauvegarde de l'environnement. En parallèle à ça, je suis en master diffusion de la culture, donc qui est un master professionnalisant pour travailler dans le monde de la culture. Et je suis en service civique à la Baie électrique, en action culturelle, rien que ça. Donc voilà, moi je suis assez active dans tous ces milieux-là, particulièrement dans le milieu de la musique. Et donc c'était une méthode de notre association Accours de Son d'organiser cette table ronde, mais je ne me voyais pas la faire seule. Donc je me suis accompagnée de ces 3 personnes ici présentes que je vais laisser se présenter. Solène, est-ce que tu veux commencer ? Oui. Ok. Déjà, merci à Accours de Son, merci Héloïse d'être à l'initiative de cette table ronde. Donc moi, je suis Solène Kriskoviak, je suis metteuse en scène dans une compagnie de théâtre et je suis aussi militante à HF, qui est une association dont je vous parlerai tout à l'heure au cours de la table ronde. Et c'est avec cette casquette-là que je viens vous parler. Voilà. Vas-y, Émilie, tu peux. Du coup, moi, je m'appelle Émilie Vadel. Je suis actuellement coordinatrice de Radio Campus Grenoble, qui est juste au-dessus de nous, qui est une radio associative qui existe depuis maintenant 26 ans. Et je suis aussi créatrice sonore à mes heures perdues. Et je ne ferai plus que ça à partir de juillet prochain, quand mon contrat à Radio Campus se terminera. Merci. Bonjour, je suis Séverine Ruzet, je suis maîtresse de conférences en art de la scène ici même, à l'UGA. Mes recherches ne portent pas sur le spectacle vivant musical, mais sur le spectacle vivant non musical. Mais je crois qu'on s'est dit qu'une approche assez transversale, la confrontation des discours, des pratiques, pouvait être quelque chose d'intéressant sur des enjeux comme ceux qui nous rassemblent. Et je tiens à dire que je suis heureuse de participer à cette table ronde, déjà parce que j'y retrouve d'anciennes étudiantes, et ça c'est en soi un plaisir, mais aussi parce que je me réjouis de leur engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, merci Héloïse et bravo pour cette table ronde. Merci à vous. On va du coup bientôt débuter. Donc, cette table ronde, la place des femmes dans le monde de la culture, plutôt axée sur l'univers de la musique. On voulait que nos artistes qui passent ce soir puissent témoigner aujourd'hui. Malheureusement, ça ne pourra pas être le cas parce que problème de balance, problème de train et problème de travail, parce que bien sûr, les artistes que vous allez voir ce soir ne font forcément pas que de la musique, ils travaillent aussi à côté. Ne pourront pas être là, s'excusent, mais vous pourrez les retrouver ce soir. Donc, est-ce que c'est un si grand problème ? Je ne sais pas. Non, mais plus sérieusement, du coup, on va quand même pouvoir vous apporter des témoignages qui nous sont plus personnels dans nos vies d'artistes ou de femmes dans le monde culturel. Et je laisse la parole à Solène, qui va pouvoir débuter et mener cette table ronde. Oui, merci. Alors, pour vous présenter un petit peu HF, donc c'est une association qui lutte pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Donc moi, je suis militante à HF Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a plein de HF dans toutes les régions de France. Mais la première est née ici en Rhône-Alpes suite à la création du rapport, RENPRA, commandé par le ministère de la Culture. En fait, c'était en 2008.
Et les chiffres qu'elle présentait, donc c'était sur la place des femmes dans la culture, et les chiffres qu'elle présentait étaient complètement ahurissants et aberrants. Et le monde c'était plus précisément sur le spectacle vivant, et le monde du spectacle vivant s'est dit mais comment ça se fait qu'un milieu comme le nôtre, qui est censé défendre une vision progressiste du monde, soit aussi retardataire et soit aussi bref, c'était ahurissant pour donc ces artistes. Et du coup, ce rapport donnait c'était des metteuses en scène, des actrices, c'était surtout des femmes de théâtre. Ça donnait à ces femmes de théâtre-là de la légitimité, de ce qu'elles percevaient depuis longtemps dans le milieu dans lequel elles évoluaient. Elles sentaient bien qu'il y avait un gros problème, mais elles n'avaient pas des chiffres pour le prouver. Et là, voilà, ça donnait des chiffres. Et donc, elles ont créé cette association, HF, qui a fait ensuite plein d'autres HF en région. Donc, il y a des associations HF et il y a un mouvement HF national. Et il y a même des HF internationaux. Voilà. Pour vous dire un peu le fonctionnement de l'asso, c'est un fonctionnement bénévole et militant. Il n'y a pas beaucoup d'associations en France qui ont la chance d'avoir une salariée ou un salarié. Donc ça repose sur les forces vives des personnes qui s'engagent. Donc on a besoin de gens qui sont issus de plusieurs milieux de la culture. On a beaucoup de personnes de théâtre, mais on a besoin de gens en musique, on a besoin de gens en art plastique, voilà, pour que la représentativité soit la plus large possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait à HF ? On fait une veille des chiffres, surtout. Enfin, non, pas surtout, on fait une veille des chiffres. On fait du lobbying à destination des institutions, des pouvoirs publics, des professionnels de la culture. On fait de la sensibilisation aussi auprès des professionnels, mais aussi du public. Et on fait des formations aussi. Et donc, à HF, on aime bien les chiffres. Parce que ça nous permet de partir sur une base, ça nous permet de discuter à partir de ça et de plus les remettre en question. Donc, vous avez une petite feuille sur vos chaises avec les chiffres, avec certains chiffres qui sont dessus. Ils sont issus du rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est paru en 2018. Et ce rapport s'appelle « 10 ans après, passer du constat à l'action » parce qu'en fait, 10 ans après le rapport Rennes-Prat dont je vous ai parlé tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, les chiffres sont les mêmes et voire même des fois sont pires. Alors que les consciences ont évolué, alors que aujourd'hui, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui soit contre l'égalité femmes-hommes, et pourtant, quand on regarde les chiffres, ça n'avance pas. Donc du coup, que faire ? Et donc dans ce rapport que je vous invite, il est là. Je vous invite à le consulter sur Internet, il est sur le site. Hein. Vous tapez Haut Conseil à l'égalité et vous le trouvez très facilement. Il y a donc beaucoup d'infos, il y a des solutions, des préconisations, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quelque chose de très précieux. Moi, j'ai extrait des chiffres, j'ai fait une petite cible théâtre, cinéma et musique, parce que théâtre et cinéma, c'est ce qui est enseigné ici sur le campus, et musique, parce que c'est ce qui nous intéresse par rapport au concert de ce soir, mais voilà, dans le rapport, il y a plein d'autres domaines culturels et artistiques. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, donc ça va être un petit peu fastidieux, mais ça va être cool. Enfin, non, pas très cool, vous allez voir. Youhou, les inégalités. Ouais. Donc, on va faire un tour d'horizon de la présence des femmes sur les bancs des écoles, de la présence des femmes dans les programmations, aux postes de direction, aux attributions des récompenses, dans les attributions des aides aussi, des moyens de production, et bien sûr, les différences de rémunération. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Dans les écoles d'art, en fait, on se rend compte que les femmes sont majoritaires sur les bancs des écoles. La part des femmes parmi les étudiantes des écoles de l'enseignement supérieur, secteur culturel au sens large, elles sont 60%. Et on remarque qu'il y a un processus d'évaporation en fait, de ces femmes au moment de rentrer dans le monde professionnel, dans la vie active. Pourquoi ? Pour plein de choses qu'on va débattre ensemble, dont on va parler. Une fois rentrées dans le milieu professionnel, elles sont moins aidées, moins programmées, moins payées, moins récompensées, donc elles disparaissent en fait. Voilà. Elles se reconvertissent. Voilà. Donc dans la programmation,
Est-ce qu'on peut juste du coup, non, pardon, je t'en prie, est-ce qu'on peut juste du coup rebondir là-dessus avec Émilie, parce que on a fait le même master, Émilie, alors il y a quelques années d'intervalle, donc le master diffusion de la culture. Donc il y a un master professionnalisant pour travailler dans le monde de la culture, dans la médiation, mais maintenant depuis quelques années aussi dans la direction de projet. On monte quand même un projet assez important d'un festival en première année. On est jeté dans le grand bain et c'est beaucoup de responsabilités d'un coup. Et dans ce master, alors, nous on était une promo de 15. Sur les 15, il y avait 2 hommes et du coup 13 filles. Et toi du coup? Alors nous, donc je suis sortie en 2017, donc la promotion 2015-2017, et on était 15 femmes. La promotion d'avant, il y avait un homme et 14 femmes. Et la question qu'on s'est posée en préparant cette table ronde, c'est justement pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes dans les masters et les formations de professionnels de la culture, et finalement on les retrouve quasiment jamais à la tête des institutions en fait, culturelles, mais plutôt dans les métiers plutôt de l'administration, de la communication, de la relation avec les publics. C'est ça, et l'action et la médiation culturelle, souvent. On a peu d'hommes en action et médiation culturelle, même si ça existe. Et du coup, pour citer quelques exemples, il y a énormément de structures culturelles à Grenoble, vous n'êtes pas sans le savoir. On a beaucoup de choix, mais des femmes avec des responsabilités, avec de grandes responsabilités, il n'y en a pas non plus une vingtaine. Je pense qu'on peut citer la nouvelle directrice de l'espace 600, La Cinémathèque. De la Cinémathèque, Peggy Zegman qui fait un travail magnifique. Allez, la Cinémathèque, c'est ouf. Depuis cette année, il y a une directrice à Ève. Mais oui, et c'est merveilleux. Qui est-ce qu'on peut citer aussi? La nouvelle directrice de la rampe, tu disais l'autre jour, Séverine, c'est ça? Oui, tout à fait. Dont je ne connais pas le prénom, mais voilà. Il y a quelques femmes emblématiques qui existent sur Grenoble, il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas citées. Il y a aussi des présidentes d'associations qui existent. Mais on a du mal à avoir une majorité de femmes dans les postes de direction, qui ne sont pas les seuls postes intéressants, ce n'est pas la question, mais c'est les postes à responsabilité qu'on a du mal à laisser les femmes prendre leur place. Du moins, c'est la sensation qu'on a, du fait des chiffres qu'on a, mais aussi de nos vécus et des partages de témoignages qu'on a pu avoir avec d'autres femmes. Juste un petit bémol, à l'échelle de l'agglomération grenobloise, on est plutôt bien pourvu en termes d'attribution de postes de direction aux femmes. Il y a pas mal de contre-exemples, parce qu'il y a aussi Marie Roche au Pacifique, au magasin Béatrice Josse, etc. etc. Donc voilà, on fait un peu figure d'exception en termes de proportion. Voilà. Je te laisse bien parler dans ton micro, parce que puisqu'on enregistre, il n'y a pas de souci, je le signale du coup. Super. Du coup, je te rends la parole, Solène. Oui. Donc, pour les postes de direction, on y reviendra aussi. Il y a un énorme plafond de verre. Il y a un plafond de verre, voilà. On parle aussi de murs de verre. Enfin bref, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, si on fait un petit tour du côté des programmations, des scènes publiques, parce que donc, dans le rapport du Haut Conseil, on parle plutôt des institutions publiques, parce que je pense que c'est celles qui sont le plus visibles, et c'est celles qui aussi manipulent l'argent public, auquel les femmes contribuent aussi. Donc voilà. Dans les programmations, en secteur théâtral, 34% des spectacles diffusés sur les scènes publiques ont été mis en scène par des femmes sur la saison 17-18. Au cinéma, 21% des longs métrages agréés en 2015 étaient réalisés par des femmes. Et en musique actuelle, dans 15 lieux de musique actuelle franciliens, on ne comptait que 13% des femmes en 2015. Je crois que j'ai oublié de mettre en 2015 sur votre feuille, mais voilà, c'était en 2015. Donc ça pose la question de l'invisibilisation du travail des femmes. Et aussi, quand les femmes sont moins programmées, ça les empêche de roder leur spectacle un petit peu, parce qu'on sait très bien, en tout cas dans le spectacle vivant, on sait très bien que qu'un spectacle n'est pas bien prêt sur les premières représentations, c'est la confrontation au public qui fait que le spectacle va gagner en qualité. Or, si là, du coup, elles ne peuvent pas roder leur spectacle parce qu'elles sont moins programmées, forcément, elles auront un peu plus de mal à roder le spectacle. Ça pose aussi la question de qui a les moyens de l'expression aujourd'hui, qui nous raconte le monde d'aujourd'hui et comment. En tout cas, voilà. Au niveau des aides, en théâtre,
22% des aides ont été allouées à des compagnies dirigées par des femmes en 2014. En cinéma, 28% des projets aidés en 2015 étaient menés par des femmes. En musique actuelle, 12% des bénéficiaires de dispositifs d'accompagnement étaient des femmes en 2016. Donc, la difficulté d'accès aux moyens de production est très claire. Les femmes sont souvent figées sur des petites scènes parce qu'elles ont des petits budgets et aussi, comme elles sont moins aidées, elles ont moins la possibilité de travailler avec des salariés professionnels. Donc, elles prennent en charge souvent les questions de production de leur spectacle ou de leur film, dans le cas du cinéma. Et donc, la charge mentale de la production prend beaucoup de place, et voire plus même des fois, que la part artistique. Voilà. Du coup, juste pour bien... je trouve que c'est toujours bien de le montrer. Quand on dit du coup, par exemple pour les aides en théâtre, 22% des aides allouées à des compagnies dirigées par des femmes, il n'y a que 22% qui sont allouées à des compagnies dirigées par des femmes, ça veut dire qu'il y a tout le reste, du coup c'est 88, je dis pas de bêtises, 78. 95, pardon, du coup 78 qui sont alloués à des hommes, et c'est ça qu'il faut aussi qu'on voit, parce qu'on peut se dire que 22% c'est peut-être pas si mal. Non, il faut bien essayer de voir aussi ce contre-coup qui est quand même assez impressionnant. Je trouve que ça donne une autre couleur aux chiffres aussi qu'on vous donne et qu'on vous annonce. À savoir aussi que du coup dans le monde de la musique, les femmes, il y a des femmes bien sûr, il y a des femmes, mais des femmes seules aussi, c'est plus difficile. Donc on en accueille une ce soir qui s'appelle Estelle May, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais la plupart des femmes qui font de la musique, qu'elles soient chanteuses ou musiciennes, elles sont dans des groupes en fait. Et du coup, les projets solos qui peuvent aussi exister et qui peuvent être aussi une envie, ont des fois aussi du mal à décoller par rapport à ça, parce que comme vient de très bien le dire Solène, organiser un concert, faire sa production, faire sa communication, ça prend énormément de temps. Et genre tout seul, c'est une charge très compliquée à gérer au quotidien. Surtout que généralement, ils travaillent, elle continue, genre les artistes qui sont tout seuls et qui commencent, continuent de travailler à côté, ont d'autres boulots, d'autres préoccupations, une vie. Enfin voilà, je vous laisse imaginer tout le reste. Il y a aussi la question du réseau. Quand on a la chance de participer à de bénéficier d'un dispositif d'aide, ça crée du réseau, et pour les artistes, c'est primordial ça. Et du coup, si on est moins aidé, on a moins de réseau. Alors, on va faire un petit tour du côté des récompenses. Alors attention, accrochez-vous bien. En théâtre, entre 1987 et 2017, donc en 30 ans, la part des metteuses en scène primées au Molière était de 9%. En cinéma, entre 1976 et 2016, en 40 ans, 2% des Césars du meilleur réalisateur ont été attribués à des femmes. Et en musique actuelle, entre 1980 et 2016, 8% des victoires de la musique du meilleur album ont été attribuées à des femmes. Donc là, ça pose un clair problème de reconnaissance professionnelle, mais aussi de visibilité au grand public, parce que ces récompenses-là, c'est celles qui sont le plus visibles auprès du grand public, et donc il y a une absence de modèle féminin par rapport à ça, quoi. Une absence, voire même... une absence, quoi. Voilà. Après, il existe bien sûr d'autres récompenses qui sont moins connues du grand public, mais du coup qui sont aussi dans les domaines spécifiques. Mais on retrouve quand même, pas ces chiffres-là, mais des chiffres quand même disproportionnés, par rapport aux récompenses reçues par des femmes artistes. Donc c'est aussi important de le souligner. Mais du coup, comme tu viens de le dire, c'est pas diffusé au grand public, donc pas dans l'imaginaire aussi commun des gens, en fait, tout simplement. Et donc, le poste de direction. Et ça va être bientôt fini pour les chiffres. En théâtre, 17% des femmes étaient à la direction des théâtres nationaux entre 2012 et 2016. En cinéma, 21,1% des dirigeants de sociétés de production cinématographique étaient des femmes en 2014. Et en musique actuelle, 10% des SMAC, donc des scènes de musique actuelle, étaient dirigées par des femmes en 2016. Donc... les scènes publiques sont régies par l'argent public. Et donc l'argent redistribué par l'État pour garantir une certaine diversité des points de vue en milieu artistique est distribué à des hommes qui nous offrent souvent
souvent, pas tous, mais souvent une vision assez patriarcale de la culture et donc qui nous offre une seule vision, quoi. Voilà. Et à noter aussi que lorsque les femmes sont directrices des théâtres, c'est souvent des plus petites scènes à un plus petit budget parce que on leur confierait pas non plus une somme trop importante, faut pas déconner. Et il faut aussi noter que si une femme est à la tête d'une institution, une direction, c'est pas pour autant que les choses changent dans les structures, parce que aussi les femmes reproduisent bien sûr un système patriarcal et reproduisent aussi un système en place. Il y a aussi le syndrome du retrait de l'échelle, on appelle ça. Certaines, voilà. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est quoi le retrait de l'échelle, juste pour... Alors, le retrait de l'échelle, certains ou certaines considèrent qu'une fois arrivées en haut de la pyramide, elles ont fait leurs preuves et donc ceux qui sont en bas ou celles qui sont en bas doivent aussi faire leurs preuves et donc du coup, il n'y aura pas d'entraide. Il n'y aura pas de... voilà. Entraide, oui, sororité, fraternité. Voilà, c'est ça. Et pour la rémunération en théâtre, 19%, donc c'est l'écart médian de revenus entre hommes et femmes parmi les artistes de théâtre affiliés à la GSA et la Maison des artistes en 2013. En cinéma, c'est 42% l'écart de rémunération entre les réalisateurs et les réalisatrices, bien sûr en défaveur des femmes. Et en musique actu, on n'a pas les données. Voilà. Savoir qu'en musique actuelle, donc pour les artistes, on va dire de émergents à professionnels, mais pas forcément les grosses têtes d'affiches. Je vous parle pas forcément d'Angèle ou des têtes d'affiches qui peuvent passer à la Belle Électrique et ou au Summum. C'est pas facile de rémunérer les artistes, c'est compliqué. Alors déjà, tous les artistes sont pas forcément toujours bien rémunérés, des fois pas. Donc c'est déjà une problématique du monde de la culture et du monde de la musique de se faire rémunérer, de pouvoir en vivre. Alors du coup, pour les femmes, s'il y a en plus moins de place, moins d'espace, moins de rémunération, ça fragilise encore plus leur situation par rapport à ça. Je crois que Séverine... Oui, ce que les chiffres que tu viens de présenter, Solène, révèlent bien, démontrent bien, je vais avoir du mal avec ça. C'est donc il y a une répartition très inégale, notamment des moyens de production, des responsabilités. Et ça renvoie à ce qu'on appelle la ségrégation verticale. En fait, le fait qu'il est compliqué, qu'il y a peu de femmes qui accèdent au haut de la hiérarchie professionnelle. Ce que les chiffres révèlent moins, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est une ségrégation qui est plus horizontale, qui fait qu'on va trouver une concentration de femmes dans certains secteurs d'activité. Et là, je peux peut-être apporter quelques chiffres complémentaires, alors que je suis allée chercher du côté de l'Observatoire des métiers du spectacle, donc métiers du spectacle aussi bien musical que non musical. On est sur un rapport de 2017 qui porte sur des données de 2015. Et donc ce rapport fait état du fait que 79% des emplois techniques et 64% des emplois artistiques sont exercés par des hommes, tandis que 65% des emplois administratifs sont exercés par des femmes. Exception faite, c'est là qu'on retrouve la ségrégation verticale des postes de direction de structure ou de programmateurs. Voilà, donc les femmes, vous le disiez, on les retrouve au poste de chargé de relations avec le public, de communication, de diffusion, des postes où elles sont amenées à valoriser le travail d'artistes créateurs qui sont majoritairement des artistes masculins. Je me permets de rebondir sur le chiffre de la technique, parce qu'on a la chance, du coup, en travaillant à Radio Campus, d'avoir un bâtiment à côté qui s'appelle l'Espace scénique transdisciplinaire, qui compte deux femmes parmi les régisseurs techniques, et qui me disaient encore ce matin qu'elles avaient ressenti, dans les années 2010, une vraie transition entre le fait que les femmes se sentent capables et osent aller vers les emplois de techniciens, quand bien avant on leur disait que c'était pas possible. Et elle me racontait quelque chose d'assez bizarre, c'est que en fait, donc, vous avez le régisseur général qui s'occupe de la salle, vous avez le régisseur qui fait les lumières et le régisseur qui fait le son. En gros, si on doit synthétiser un peu l'émission de la régie en général. Et elle disait qu'en fait, on poussait beaucoup plus les femmes à faire de la lumière, parce que voilà, c'est joli, c'est l'aspect un peu décoratif de la scène, et jamais du son. Une femme ne fait pas de son, alors que pourtant, elle disait, mais pourtant, il faut porter des choses lourdes, voilà, le sonorisateur, il est derrière sa console, voilà, elle ne comprenait pas pourquoi, on les pousse toujours vers la lumière. Et pour vous donner un chiffre,
en 2013 dans la formation DMA, donc qui forme des techniciens à Marseille. Dans la formation donc de techniciens son, il y avait 7 hommes pour une femme. Quand il y avait la proportion donc paritaire, 4 femmes pour 4 hommes dans la formation lumière. Voilà. Et pour autant, ce qu'elle disait, c'est que dans les salles municipales où les techniciens sont là depuis très longtemps, elles ont plus souvent des remarques quant au fait d'être une femme et on ne s'adresse pas forcément à elles parce que souvent, vous êtes une femme donc vous ne savez pas faire, plutôt que dans d'autres salles où les équipes tournent. Et c'est aussi important d'avoir cette donnée au-delà de la programmation musicale parce que c'est les techniciens qui finalement sont en charge de la production artistique et du fait que le spectacle marche ou pas. Et il y avait aussi une autre donnée, c'est que les techniciens sont en majorité dans le régime des intermittents du spectacle. Et en fait, quand on est une femme dans le régime de l'intermittence du spectacle, on ne peut pas faire les heures données par an. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc il y a aussi un problème de politique publique qui ne permet pas forcément aux femmes d'accéder au-delà du fait que déjà il y a une pression sociale à ces postes-là de technicienne. Je veux bien rebondir sur cette question des politiques publiques. Je t'en prie, vas-y. Non, mais il me semble qu'une question effectivement importante se pose quand on voit les chiffres assez accablants que nous présentait Solène. Quand on sait que la culture est fortement subventionnée en France, on peut se poser la question, mais que font les pouvoirs publics ? Que fait l'État, notamment, qui a posé l'égalité comme une valeur fondamentale de la République ? Donc je propose de rajouter aux éléments de contextualisation que tu nous as communiqués un condensé de l'évolution de la prise de position étatique par rapport à ces questions depuis le début du XXIe siècle. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que si on bénéficie de ces chiffres, si on peut s'appuyer sur les chiffres que tu as communiqués, c'est quand même le signe qu'il y a bien une prise de conscience du problème du côté de l'État. S'il y a eu création d'un haut conseil à l'égalité femmes-hommes, s'il y a un observatoire de l'égalité entre femmes et hommes au sein du ministère de la Culture et de la Communication, c'est bien qu'on voulait documenter ces inégalités et pas simplement pour sidérer les gens, mais dans le but de susciter une réaction. Donc dans le but de motiver une inflexion du changement. Le rapport Renprat, donc le rapport de 2006 dont tu as parlé, il était commandité, Renprat était missionné par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'insuffisante diversité sur les scènes françaises, donc diversité hommes-femmes, mais aussi diversité ethnique, diversité culturelle. Très clairement, ce rapport de 2006, elle l'a dit elle-même, c'est le terme de Renprat, a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi ? Pour ce que tu évoquais, on avait vraiment cette perception, cette image du milieu de la culture comme un milieu qui était progressiste, et là, il y avait une contradiction flagrante que certains avaient pressentie, mais enfin, qui là, était vraiment attestée par les chiffres. Alors, une fois ces chiffres publiés, et puis il y a eu un second rapport en 2009, c'est vrai qu'il y a eu un peu un attentisme de la part du ministère de la Culture. Il n'a pas fait grand-chose des chiffres et des préconisations de Renprat. Je pense qu'il a fallu attendre vraiment 2012 pour qu'on voit apparaître davantage de volontarisme. Alors je rappelle qu'en 2012, Najat Vallaud-Belkacem devient ministre du droit des femmes. Que l'égalité femmes-hommes est posée comme une priorité politique destinée à se développer dans une perspective interministérielle. Et à ce moment-là, le ministère de la Culture va vraiment apparaître comme un bon élève dans cette volonté de promouvoir l'égalité. Au début, on avait Aurélie Filippetti comme ministre en 2012, et puis il y a eu une succession de femmes ministres, après Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay, et puis plus récemment, sous Emmanuel Macron, Françoise Nyssen. Donc toutes ces femmes qui vont déjà vouloir qu'on
qu'on produise des statistiques, d'où la création de l'Observatoire en 2013, et qui progressivement vont poser qu'il faut qu'il y ait davantage de parité dans l'attribution des aides. Ça va être inclus progressivement dans les politiques. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, elle pose vraiment que les politiques en faveur de la création artistique doivent favoriser l'égalité femmes-hommes. C'est inscrit dans l'article 3. Et elle annonce qu'on va intégrer aux missions des structures labellisées des obligations en matière de parité. Et puis, on va avancer progressivement vers des objectifs chiffrés. Dans la feuille de route qu'avait posée Françoise Nyssen en 2018. Donc je rappelle quand même que sous Macron, l'égalité homme-femme, c'est une grande priorité nationale. Hein. C'est le grand chantier. Ça a été posé comme la grande cause nationale. Et donc sur un des objectifs chiffrés qui a été communiqué, il y a celui que d'ici 2022, on arrive à 50% des établissements publics sous tutelle du ministère qui soient dirigés par les femmes. Tout à l'heure, tu communiquais le chiffre pour les théâtres nationaux de 17% des théâtres nationaux dirigés par des femmes. Actuellement, il n'y a aucune femme à la direction des théâtres nationaux. Donc voilà, il va y avoir un gros rattrapage à faire. Alors évidemment, le contraste entre ce volontarisme affiché par les politiques et des chiffres qui sont têtus et qui très clairement montrent qu'il y a une persistance des inégalités peut inciter à considérer avec un peu de suspicion tous les discours encourageants et aussi à relativiser les constats qu'on a pu faire, de dire les discours sont quand même en train de changer, il n'y a plus de personnes qui revendiquent d'être contre l'égalité homme-femme dans la culture. Ceci dit, c'est clair que la persistance des inégalités peut susciter un effet de ras-le-bol alors qu'on voit tous les ans les rapports être publiés et rendre compte de la même réalité. Je pense que vous avez, pour beaucoup, sans doute vu tourner sur les réseaux sociaux le coup de gueule de Carole Thibault au dernier Festival d'Avignon. Est-ce que ça vous parle ? Bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller le voir. Donc Carole Thibault, qui est directrice du Centre dramatique national de Montluçon, ouais, c'est bien ça, Montluçon. Exact. Et donc qui était au Festival IN, invité à recevoir le premier, un Molière, la première cérémonie des Molières non racistes et non genrées organisée par David Bobet. Et à ce moment-là, elle dénonce des chiffres. Elle dit « Regardez la programmation du IN. On a 91% d'auteurs hommes qui sont programmés. On a 89% d'artistes créateurs hommes, auteurs, metteurs en scène qui sont programmés côté théâtre. » Et en fait, ce qui suscite son exaspération, c'est que des chiffres similaires, elle en a déjà communiqué 2 années avant, où elle était venue témoigner de ces inégalités. Et donc, y a un peu un sentiment de lassitude. Et surtout, elle dit « On ne croira plus que les chiffres. » Et ça, c'est intéressant parce que des prises de position comme la sienne viennent dire « Ne faites plus illusion, vous serez démasqués si vous tentez de faire illusion. » Je vais la citer. Je rappelle que le dernier Festival d'Avignon affichait la thématique du genre comme une des thématiques principales du festival. On devient vite le bouffon du roi. Et ici, le roi, comme ailleurs, c'est la domination masculine. Il a beau faire genre, le roi, donc là, jeu de mots sur la thématique. La cour d'honneur, c'est comme les Molières. Quand tu es une femme artiste, enfin une de ces femmes qui a la prétention d'être de ce côté-là de la création, tu sais que tout ça, ça n'est pas pour toi. Mets-toi bien ça dans la tête, petite bonne femme créatrice, la cour d'honneur et les Molières ne sont pas pour toi. Ou alors, tente le jeune public. Le jeune public, ici, c'est un endroit réservé aux bonnes femmes créatrices. Donc là, on retrouve à l'échelle de la création la ségrégation horizontale que j'évoquais tout à l'heure. Au sein de la création, il y a des pans de la création qui seraient davantage dédiés aux femmes. Elle évoque le jeune public, mais on pourrait parler aussi de toutes ces créations qui sont un petit peu à l'articulation de la création culturelle et de l'action culturelle, et de la création, avec des créations partagées, participatives, des choses comme ça. Voilà, donc ce que
on pourrait dire au terme de ce passage en revue, aussi bien des intentions volontaristes du ministère de la Culture et de la Communication, des résistances et du ras-le-bol de certaines femmes militantes, c'est quand même que la conjonction de tous ces facteurs devrait permettre certaines évolutions. Maintenant qu'on a des objectifs chiffrés du côté du ministère de la Culture et de la Communication, maintenant qu'on a des femmes comme Carole Thibault qui disent « ne faites pas semblant, on va vous démasquer », on va avoir au sein des structures labellisées plus de femmes à la tête des structures, plus de femmes dans les programmations, et on va aller vers davantage d'aide pour les compagnies qui sont dirigées par des femmes. A priori, j'espère, on devrait aller vers ça. La route est encore longue, déjà parce qu'on est très très loin des résultats attendus. Ensuite, parce que le ministère de la Culture et de la Communication, il va surtout pouvoir influencer les structures qui subventionnent. On a vu que les objectifs chiffrés, ils sont surtout posés pour les structures labellisées. Donc, dans les champs où il y a moins de financement public, du côté du privé, évidemment, les évolutions vont être beaucoup plus lentes. Et ça intéresse beaucoup la musique, qui est quand même nettement moins institutionnalisée que le spectacle vivant non musical. Tout à fait. Et je pense qu'on pourra du coup y revenir par rapport à ça à la fin, du coup, dans la dernière partie, par rapport aux préconisations du coup et initiatives possibles. Ouais, je dirais peut-être juste une dernière chose sur ce qui fait qu'il faudra dans tous les cas rester vigilant, c'est que même si on arrivait à financer autant de projets, les DRAC vont commencer à financer autant de projets portés par des hommes que par des femmes, elles vont intégrer ces critères de parité, la question quand même des montants restera déterminante. Et ça, si les femmes ont moins d'argent, c'est pas toujours forcément la faute de ceux qui subventionnent, c'est peut-être aussi parce qu'elles demandent moins d'argent, qu'elles s'autorisent moins à rêver grand, ce qui vient un peu justifier l'idée que leur travail aurait moins de valeur et donc qu'elles devraient se retrouver au second rang au sein des hiérarchies du spectacle vivant. Voilà. Oui, et je vois Émilie hocher la tête. Je pense que tu pourras peut-être en témoigner un tout petit peu après par rapport à ces questions-là, d'oser, de savoir ce qu'on vaut et de le chiffrer. Du coup, on a abordé une très grosse partie chiffres qui était assez dense. Elle est importante parce qu'il faut qu'on puisse poser un contexte pour pouvoir parler de ce qui va suivre. Dans ce second temps, on va essayer de vous expliquer est-ce que programmer des femmes, c'est une vraie difficulté. Donc, on va continuer sur des éléments de contexte et des éléments plus précis. On fera une partie témoignage dans un troisième temps. Et enfin, on fera une partie sur comment faire évoluer les choses, les initiatives possibles, les préconisations que cela nous présentera. Donc, programmer les femmes, est-ce que c'est une vraie difficulté ? Est-ce que, Émilie, je peux te donner la parole par rapport à ça, pour commencer ? Alors, oui, effectivement. Donc, je rappelle que les missions d'un ou d'une chargée de programmation, c'est vraiment la direction artistique d'un lieu ou d'un festival. Donc, vraiment la réflexion sur la ligne éditoriale. Et il fait l'identité avec le reste de l'équipe, mais en tout cas, c'est lui qui fait l'identité et l'âme du lieu. Il a donc des choix artistiques majeurs à faire en lien avec ses collègues, mais aussi avec le milieu dans lequel il évolue et l'environnement. En sachant que la culture est très subventionnée en France, ça pose la question aussi de la prise de risque, puisqu'elle est subventionnée plus que dans des pays européens, puisque j'avais suivi ce cours avec vous, mais elle reste quand même de moins en moins subventionnée. Et donc ça pose la question d'une prise de risque, c'est-à-dire qu'on prend par exemple l'exemple de la Belle Électrique. La Belle Électrique, c'est 900 places, c'est-à-dire que si on prend un risque sur une programmation un soir et qu'il y a 100 personnes qui viennent, ça veut dire qu'il y a un énorme manque à gagner et qu'on ne peut pas se permettre ce manque à gagner-là. Il y a, à mon sens, pas forcément de respect de quotas entre la programmation des femmes et des hommes. Et pour parler plus précisément du fonctionnement de Radio Campus, donc, nous, on est 3 salariés plus un service civique dans l'équipe permanente de Radio Campus à l'heure actuelle. On est là en tant que salariés pour aider les bénévoles à faire de la radio et à faire l'antenne, en fait, que ce soit en termes de programme éditorial ou de programmation musicale.
Et on se rend compte, donc déjà ce qui est important de souligner, c'est qu'on est une équipe paritaire, puisqu'on est 2 femmes, 2 hommes, dont une femme technicienne. Et ce qui est important de souligner et qui nous horrifie toujours un peu, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui passent la porte de la radio pour faire de la radio ou pour être programmatrice musicale, mais il n'y a pas le cheminement qui va jusqu'au bout, alors qu'on met peut-être plus de volonté à les aider dans le fait de venir à la radio. Donc ça, c'est un phénomène qu'on comprend pas trop. On a eu l'exemple de 2 étudiants, un homme et une femme qui étaient de la même promo et qui sont venus nous voir, un pour faire des reportages et l'autre pour faire de la programmation musicale. Et lui a terminé son projet et elle est pas forcément restée. Donc il y a aussi des questions à se poser, peut-être dans comment est-ce qu'on accompagne. J'ai pas de réponse là-dessus, c'est des questions qu'on se pose. En tout cas, ce que je peux vous dire de la programmation musicale de Radio Campus, c'est qu'elle est entièrement bénévole. Et que toutes les années, il y a des hommes qui rentrent dans ce comité de programmation, mais jamais de femmes, et que sur 7 programmateurs musicaux, il y a une seule femme. Voilà. Ce que je vois aussi depuis 2 ans que je suis à la radio, c'est aussi le fait que les femmes qui viennent à la radio, elles sont déjà engagées par ailleurs dans des combats féministes. Voilà, donc c'est elles qu'on arrive à attraper, parce que j'ai aussi l'impression qu'elles prennent à bras le corps le fait qu'il y a peu de femmes, donc il faut qu'elles soient là aussi et qu'elles soient dans cet espace-là. Mais il y a peu de femmes pas engagées ou qui feraient pas de radio en parallèle, quoi, ou pas d'autres combats. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est un peu compliqué à mon sens. Et qui est super intéressant, parce que c'est aussi une façon de voir que du coup, quand il faut défendre des choses, pas seulement pour soi, mais aussi pour autrui et pour ses pairs, etc., il y a des femmes, pas que des femmes bien sûr, mais il y a des femmes qui prennent la parole et qui se décident d'avancer vers quelque chose qui peut-être qui leur plaît, ou des fois pas forcément, enfin, ne serait pas forcément imaginé là-dedans, mais elles prennent la parole, elles prennent les choses en main, alors que pour une création qui serait personnelle, qui serait une envie personnelle, il y a peut-être une plus grande difficulté à se trouver de la légitimité dans ces projets, peut-être, je pense. Moi, je l'ai expérimenté longtemps, ça va mieux. Mais c'est un long chemin que d'accepter qu'on est capable, en fait. Et même que si on n'est pas capable, on va apprendre à être efficient, intelligent, créatif, toujours mieux et plus, quoi. Exactement. Et alors, dans le milieu de la création sonore, donc ce que j'appelle la création sonore, donc il y a 2 choses. Il y a le milieu de la création musicale, le milieu des DJ, des choses comme ça, où il y a très peu de femmes. Je pense que vous vous en êtes rendu compte à Grenoble. Il y a un groupe qui s'appelle le Grenoble Mixing Girls, voilà, qui a justement qui prend un peu à bras le corps cette problématique, mais qu'on voit peu passer finalement. Il y a beaucoup de DJ hommes et très peu de DJ femmes. Je crois que je suis capable de n'en citer que 3 sur Grenoble. Donc c'est aussi une problématique. Et puis donc dans le milieu de la création sonore, ce que j'appelle création sonore, c'est ces capsules sonores que vous entendez qui mixent voix, musique, qui sont des concepts un peu plus artistiques que juste de la musique, ou voilà, qui viennent fouiller, qui peuvent mixer paroles, voilà, plusieurs temps donnés. Là, il y a beaucoup de femmes en France. Et je vous ferai passer tout à l'heure un extrait de Sylvain Gir qui l'explique, et qui dit que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de couilles. Voilà. C'est-à-dire que les femmes s'engagent beaucoup plus, même si elles n'ont pas finalement la rémunération en adéquation avec le travail qu'elles portent. Voilà. J'en ai fini un peu pour la programmation. En tout cas, à Campus, on n'a pas de quota de programmation de femmes ou d'hommes. On programme effectivement, comme allait le dire Solène un peu plus tard, au coup de cœur, parce qu'on a une ligne éditoriale de découverte musicale. Mais moi, ce que je vois au quotidien dans la centaine de mails qu'on reçoit par jour, c'est qu'il y a énormément de groupes masculins qui nous envoient leurs démos, quand je suis sûre qu'il y a autant de femmes qui produisent de la musique et qui pourtant ne font pas le cheminement de la diffusion. Soit parce qu'effectivement ça prend beaucoup trop de temps et qu'elles ne l'ont pas, soit parce qu'elles n'osent pas. Merci beaucoup. Solène, est-ce que tu veux... Oui, je te laisse annoncer tes petites parties. Oui, non, mais en fait, pour continuer sur cette question de la programmation,
On entend souvent dans les actions qu'on mène à HF, quand on va rencontrer des programmateurs ou des programmatrices, on entend souvent cette phrase, oui, moi, je programme au coup de cœur, selon le talent de l'artiste, et je me fie pas, je travaille pas avec des quotas. Alors, première chose qu'on pourrait répondre à ça, c'est que, ok, donc tu penses que les femmes n'ont pas de talent, du coup, puisque on les retrouve pas dans les programmations si tu programmes au talent et qu'il n'y a pas de femmes. Voilà. Mais aussi, on pourrait répondre que plutôt que de parler de quota, qui est un petit peu un terme péjoratif, qui a pris un peu... on pourrait parler de rééquilibrage, d'action positive qui répare une discrimination subie depuis des siècles et des siècles. Voilà. Mais bref, pour revenir sur cette notion de talent qui est assez intéressante, il y a plein d'études là-dessus qui sont citées dans le HCE et que je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est passionnant. En fait, quand on invoque la notion de talent, c'est historiquement très connoté puisque dans l'histoire de l'art, le génie créateur est l'homme et la muse inspiratrice est la femme. Donc quand on commence à parler de talent, on commence à parler de vision masculine en fait. De l'art. Donc voilà, le talent n'existe pas, il se travaille. Et quand on n'a pas les moyens d'avoir du talent, quand on n'a pas les moyens de production, ben, on a moins de talent, forcément. Voilà. Donc c'est aussi aux programmateurs, aux programmatrices d'aller voir, d'aller chercher, d'aller découvrir. C'est leur métier, en fait. Et on pourrait aussi dire que dans toute programmation, je ne sais pas, mais dans la plupart des programmations, il y a quand même des cahiers des charges à respecter. Par exemple, au théâtre, sur ma scène, je dois avoir tant de jeunes publics, tant de classiques, tant de contemporains. Et pourquoi pas aussi mettre le critère de la parité dans la programmation. Puis ça peut être aussi un cahier des charges. Bon, après, je vais pas. Et ça particulièrement pour j'ai juste ajouté, après, je te laisserai poursuivre. Particulièrement pour les salles qui sont subventionnées, en fait. On ne parle pas forcément de toutes les structures et de toutes les associations qui organisent des choses, des concerts, du théâtre, etc. On a bien conscience que ce n'est pas facile et faisable pour tous, mais pour les structures qui sont subventionnées, c'est normal d'avoir cette réflexion-là, mais c'est pas moins normal d'avoir cette réflexion pour des associations. Simplement, c'est du coup d'autres niveaux d'implication, quoi. Parce qu'il y a aussi l'argent public qui rentre là-dedans. On y reviendra aussi, tu l'as déjà dit. Oui, je voulais juste revenir sur les arguments des programmateurs et leurs attitudes aussi face à cette injonction. On va essayer de faire plus de place aux femmes. Alors, effectivement, tu évoquais la grande violence symbolique de ceux qui vont dire « moi, je programme pas au quantitatif, mais au qualitatif », ce qui revient à dire en sous-texte qu'effectivement, les femmes sont moins présentes parce que qualitativement, leur travail est moins intéressant. Mais finalement, il y a ceux qui aussi admettront qu'ils ne programment pas au cœur, mais vont retrouver les arguments que tu évoquais tout à l'heure. Oui, il y a des données financières et c'est compliqué de remplir des salles avec des artistes, alors qu'ils soient masculins ou féminins, mais qui ne vont pas avoir le même potentiel pour remplir la salle. Qui n'ont pas une notoriété déjà. Voilà, qui n'ont pas cette notoriété. Et là, on est bien évidemment dans un cercle vicieux pour les femmes, puisque si on est réticent à leur ouvrir des scènes parce qu'on s'inquiète de ce qu'elles n'arriveront pas à remplir, elles ne risquent pas d'acquérir la reconnaissance qui leur permettra ensuite d'être plus bankable. Donc il y a cet argument financier qui est un petit peu compliqué. Et puis on n'a pas évoqué ceux qui disent qu'ils ne vont pas programmer au quota parce que au nom de la femme. Parce que c'est dévalorisant de faire ça pour les femmes. Et ça, ça peut prêter à sourire, mais ils disent effectivement, ça veut dire que la femme, on va venir questionner la raison pour laquelle elle est là. Est-ce qu'elle est là pour faire nombre ou est-ce qu'elle est là pour les mérites propres de sa création? Et cette question-là, c'est une question qui est soulevée par les femmes et elles sont nombreuses à être réticentes à l'idée d'introduire des quotas. J'ai le sentiment qu'elles le sont moins
et que les programmateurs réticents aussi à cette idée d'intégrer, d'aller vers une parité dans leur logique de programmation. Eux aussi, ils sont plus nombreux. Je crois que, ce que je vous disais tout à l'heure, l'expérience de Carole Thibault est représentative du fait que les femmes ont compris que même s'il y avait une prise de conscience par les chiffres, même s'il y avait une évolution dans les discours, il y a des habitudes qu'il faut bousculer, sinon on reste dans la cooptation masculine. Et donc ça vient quand même faire bouger les choses. Et au niveau des programmateurs qui, eux, disent peut-être que c'est compliqué de programmer des femmes, mais enfin faisons-le, surmontons la difficulté, parce qu'il y en a qui ont cette attitude-là. Côté spectacle vivant, à la MC2, ça fait plusieurs années que Jean-Paul Angot a dit « je veux faire une place aux femmes dans les programmations ». Et en préparant cette table ronde, je suis allée voir un petit peu quand même ce qui se passait du côté de la musique, même si ce n'est pas mon champ d'investigation habituellement. Je crois qu'en avril 2018, il y a un certain nombre, une quarantaine de festivals internationaux qui ont dit on vise pour 2022, qui décidément va être une année importante, on vise la parité dans nos programmations. Et je crois que le chiffre a quasiment doublé depuis. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de programmateurs qui disent allons vers ça. Et je trouve que une question qui pourrait être intéressante, et il faudrait analyser leur discours et leur motivation à faire ça. Est-ce qu'ils le font pour des raisons éthiques, politiques, parce qu'il faut corriger une injustice, ou est-ce qu'ils le font pour des raisons artistiques? Et là, je reviens à ça parce que souvent, l'argument qui est avancé par ceux qui sont contre l'introduction de quotas, c'est qu'ils disent « mais je veux programmer sur des critères artistiques avant tout ». Et si on reprend le rapport de Remprat à l'origine, elle disait « mais est-ce qu'une plus grande diversité ?» un des arguments était, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette grande diversité qui va permettre d'enrichir la création ? Si on accueille des artistes avec une sensibilité différente, avec des parcours professionnels, des parcours de vie différents, ça va produire des œuvres autres. Et donc, ça pourrait être un moyen de contrer un peu l'argument de ceux qui disent qu'il faut privilégier l'artistique dans nos choix de programmation. Oui, et pour permettre aussi à d'autres de pouvoir se projeter là-dedans, parce que finalement, si on ne voit pas de femmes dans le paysage dans lequel on aimerait évoluer, en fait, on n'a pas envie d'y aller forcément. Et là, du coup, on va pouvoir aller sur l'entre-soi masculin, que je sais que tu expliqueras très bien. Ouais. Que tu as déjà, énoncé, Séverine, du coup, quand tu parlais de cooptation masculine, ces deux termes-là, ça veut dire à peu près la même chose. Mais du coup, Oui, très rapidement, il faut faire un petit point là-dessus. C'est vrai que il faut admettre que quand on est artiste, le réseau est vraiment très important. En fait, le self-made man de l'artistique n'existe clairement pas. Il faut être, pour réussir, reconnu par ses pairs. Ces pairs qui sont donc pour la plupart des hommes blancs et vieux. Et non, je rigole. Non, pardon. Qui sont des hommes, voilà, blancs aussi. Mais donc voilà, c'est déjà un milieu très masculin. Et donc faire du réseau, le réseautage, c'est très difficile quand déjà on s'en sent pas légitime, quand on n'a pas ces codes-là d'affirmation de soi, etc. Et c'est aussi difficile quand on a la charge des enfants, puisque les rôles, la répartition de la charge parentale reste genrée. Donc souvent, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Pour les intermittents du spectacle ou pour les artistes plus généralement, il faut s'occuper des enfants. Donc c'est compliqué de sortir le soir pour réseauter, aller voir le spectacle des copains, machin. Il y a aussi, je crois que ça fait pas longtemps en fait que les femmes dans le code du travail ont le droit de travailler le soir et la nuit. Non. Tu peux pas l'entendre dans quel sens? Non, mais il y a 5 ans ou il y a 40 ans? Non, mais il y a quelque chose où voilà, de même que dans un bar, on n'a pas le droit de porter les mêmes charges qu'un homme. Sérieusement, mais c'est même pareil que le truc que les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon ou Non, c'est de porter de charges lourdes parce que physiquement... Parce qu'en fait, ma question, c'est est-ce que c'est une règle qui a été inscrite à un moment donné dans la loi et qui a été oubliée, puis on l'a vu, on s'est fait genre, faut l'enlever, ou est-ce que c'était un vrai truc? Oh, punaise, mon Dieu. Il faut que je cherche... Ouais. Sur cette magnifique nouvelle. C'est les techniciennes qui me disaient ça ce matin, en fait. Qui me disaient possible. qu'effectivement, il y avait quelque chose... là-dessus où il y avait
C'était pas forcément respecté, mais il y avait quelque chose. Ce qui est tout à fait incohérent, parce que comme vous le savez très bien, que vous soyez un homme, une femme, n'importe qui, le problème c'est pas la charge le problème c'est pas la charge que vous allez devoir porter, c'est votre physique. Vous faites pas un métier technique ou un métier d'infirmière ou d'infirmier si vous n'avez pas le physique pour. Typiquement, je ne peux pas faire ça. Vous l'aurez remarqué, mais parce que j'ai pas la musculature, que j'aurais très bien pu travailler. Mais ça n'a aucune cohérence et aucun bon sens comme loi, et c'est fou que c'est perduré aussi longtemps quand même. Non mais on apprend des choses. Du coup, Solène, est-ce que tu veux du coup finir sur ton... Je finis, oui, vite fait, juste pour dire que donc ce milieu reproduit donc des normes qui sont masculines, et ça devient aussi des fois des milieux où on apprend, où l'homme apprend à être un homme. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des groupes de rock, et donc je te laisserai la parole après, mais quand on se réunit, quand on est jeune, on a 16 ans, on se réunit dans le garage de papa et maman pour faire du rock et dire un peu des paroles révoltées. C'est à coup d'insultes sexistes et homophobes, et c'est là où on apprend aussi à être un homme. Et donc dans ces milieux-là, dans cette conception-là de la culture, de la musique-là, laisse pas beaucoup de place aux femmes, et donc c'est pas non plus... laisse pas beaucoup de place aux femmes, je m'arrête là. Non mais du coup, je peux complètement remonter là-dessus. L'art est aussi souvent un lieu de transgression, et effectivement, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, mais c'est en train d'évoluer, heureusement, la transgression, c'est parler bip chat, c'est insulter, c'est parler de la salope qui t'a trompé, c'est insulter les PD. Bon, on va s'arrêter là parce que merci pour nos oreilles, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais c'est des choses qu'on retrouve dans... on parlait du rock, on peut aussi parler du rap. Pourquoi je cite ces deux esthétiques-là? Parce que c'est des esthétiques qui ont stéréotypes comme sexistes, etc., alors que c'est pas nécessairement lié à ça, bien sûr. Vous êtes tous assez intelligents ici pour le savoir et le comprendre, mais c'est des esthétiques à qui on attribue souvent ça, et en fait, si vous regardez, si vous prenez des textes de rap, etc., où il y a une majorité de textes qui comportent des insultes à l'encontre des femmes et ou à l'encontre des personnes qui sont homosexuelles ou transgenres, etc., etc. Là, c'est un phénomène qui est en train d'évoluer, mais c'est un long procédé que de changer le langage qui compte énormément dans nos prises de position et dans nos avancées. Du coup, par rapport au fait de programmer quelqu'un que vous imaginez comme étant une salope, c'est compliqué, tout à fait. Juste par rapport à ça, je me permets de faire un tout petit aparté. Comme vous le savez, il y a des manifestations qui sont nombreuses en ce moment, qui sont liées aux Gilets jaunes. Il y a tout un mouvement militant qui a mis en place des petits encarts qui sont partagés beaucoup sur Facebook sur comment insulter de manière intelligente, sans insulter les personnes qui sont des femmes ou qui sont homosexuelles, etc., 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 etc. Inspirez-vous de ça, et que la musique et que l'art en général puissent s'inspirer de ça. On peut être transgressif sans avoir à taper sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Pour continuer du coup sur le fait qu'il y a une difficulté, il peut y avoir une difficulté à programmer des femmes, l'environnement dans lequel on évolue peut être aussi une barrière. Alors il n'y a pas que dans le monde de la culture que être une femme ça peut être compliqué, bien sûr, et qu'il n'y a pas que dans le monde de la culture qu'on peut rencontrer, être amène à être confronté à des agressions sexuelles, à du harcèlement. Juste pour donner un chiffre, le harcèlement au travail, que ce soit dans le milieu de la culture ou d'autres milieux, de manière générale, il revient à peu près à 30% quand on est une femme. Donc 30% des femmes qui travaillent se font harceler dans leur quotidien du travail. Et c'est assez accablant, et il faut bien se dire que du coup on est dans un milieu de création. Les artistes prennent des choses d'eux-mêmes, ils travaillent énormément, il y a tout un côté émotionnel qui empreint leur travail, et être attaqué, en plus d'être attaqué sur son travail, être attaqué sur soi en priorité, donc on ne parle même pas de votre travail, c'est quelque chose de très difficile à vivre et à gérer, et pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions, parce que en fait c'est ça que font les artistes, ils travaillent quand même.
si votre entourage professionnel est insupportable, si votre entourage professionnel vous harcèle et qu'il peut vous arriver, vous savez qu'un tel, lui, dès qu'il a un peu trop bu en concert, il faut l'éviter parce que bon, il met des mains aux fesses, bref, et autre chose de, plus grave. C'est pas un contexte, c'est pas un contexte qui permet aussi de s'exprimer en toute sérénité. Alors bien sûr, ça a aussi créé des contenus très intéressants, révoltés par rapport à tout ça, mais ça permet pas une libre disposition de soi dans l'espace, quoi, et dans le monde du travail. À noter aussi que dans le monde de la culture, donc on a parlé de postes à responsabilité, des postes de direction, on a parlé des artistes. Le monde de la culture, c'est un monde qui est aussi tenu et qui est forgé par ces bénévoles qui sont nombreux et nombreuses. Et combien d'histoires de bénévoles et féminines qui ont eu des soucis, j'en ai tous les jours, c'est insupportable. Ça ne permet pas non plus à ce que les femmes puissent s'imposer, puissent penser qu'elles puissent évoluer là-dedans. On parlait tout à l'heure de cooptation masculine. Ça aussi, ça rentre. Quand vous arrivez en concert pour bénévoler, que tous les garçons sont en train d'aider la technique, si en plus on se dit qu'il n'y a que des garçons, que personne ne te connaît, et va pour t'imposer. Bon, c'est difficile pour tout le monde, hein, que ce soit une femme ou un homme, on ne sait pas la question, mais d'autant plus, il y a comme une barrière physique, on met des grosses guillemets bien sûr, qui s'oppose à vous, et ça n'aide pas. Donc ça, c'est un enjeu important dans nos métiers, mais pas que dans nos métiers, dans tous les métiers, que d'aller vers les autres. On parlait de cooptation masculine tout à l'heure. Le fait de ne pas aller chercher les femmes, que ce soit les artistes pour la programmation, que ce soit les personnes à responsabilité, parce que des femmes qui sont capables de diriger des choses, de prendre des responsabilités, il y en a plein. Mais alors d'aller les chercher, d'aller les encourager à faire ce qu'elles peuvent faire, c'est aussi une responsabilité qu'on peut, je pense, partager. Je ne sais pas si vous le voyez aussi de cette façon, mais qu'on peut partager tous ensemble, femmes comme hommes, et venir chercher du coup les personnes. Voilà pour mon grand discours. J'aimerais qu'on passe un petit temps témoignage, si vous le voulez bien. Alors Émilie, est-ce que tu veux bien du coup témoigner ? Parce que du coup, effectivement, comme on disait tout à l'heure, nos artistes féminines n'ont pas pu venir et n'ont pas pu s'exprimer par rapport à ce sujet-là de leur vécu dans le milieu culturel, dans le milieu de la musique. Est-ce que toi, du coup, en tant que créatrice sonore, tu peux dire quelques mots ? J'avais très envie de vous faire écouter une capsule sonore du directeur d'Arte Radio, qui s'appelle Sylvain Gir, et qui a fait une capsule en 2016 sur du coup les femmes en radio. On s'éloigne un peu du sujet, mais pas tant que ça, puisque c'est quand même du son. Et Sean, je peux l'envoyer ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? Ça marche ? Une courte page de publicité. Oui, c'est ça. Ça s'appelle « La radio est une femme et en plus, elle est pauvre ». Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas ? J'essaye de comprendre pourquoi la radio est une femme. J'explique. Comme tous les ans depuis l'an dernier, Arte Radio a organisé un concours de cartes postales sonores. Racontez votre été 2016 en moins de 4 minutes. On peut écouter tous les envois et les lauréates sur l'audioblog dédié. La gagnante Isabelle Field est cette semaine à la une de notre site avec « La chasse est ouverte ». Pikachu, un Ratata, Miaous, un Dardanian, Didoran. Comme l'an dernier, les 3 premiers prix sont allés à des auteurs femmes. En fait, sur 140 envois, il y a eu 80% de femmes. Sur Arte Radio, la proportion est encore plus grande. La presque totalité de nos auteurs s'écrit avec un « E » muet. Cette surreprésentation étonnante de femmes qui fabriquent du documentaire radio se retrouve aussi à Radio France. Mais ici, à Arte Radio, c'est l'un de nos sujets de conversation préférés à la cantine avec la Moon Cup et la PMA. Non, pas les pertes blanches, s'il te plaît, ça me fait peur. Quel rapport, me direz-vous, entre le fait de posséder un utérus et de brandir un micro ? D'abord et avant tout, on sait que les professions socialement dévalorisées ont tendance à se féminiser. Comme le disait le prix Nobel Milton Friedman, moins ça paye, moins il y a de couilles. À la cantine, quand tu vois des tables de 12 mecs en costard-cravate, je veux dire, c'est mon pire cauchemar. Auteur radio est un travail précaire et mal payé, donc féminin. Dans les médias, ce travail ingrat mais magnifique rapporte très peu de glamour social.
Les journalistes hommes préfèrent le boulot d'éditorialiste. Donner son avis sur le monde sans quitter sa chaise, c'est beaucoup plus valorisé que, comme le fait cette semaine Sophie Lacruz, aller passer plusieurs jours avec un étudiant du Front National. Non, il ne faut surtout pas que les nouveaux arrivants fassent d'efforts pour s'intégrer. Sauf qu'à Rome, on fait comme les Romains. Auteur radio, ça consiste entre autres à aller écouter les gens, à s'intéresser à eux. Il faut de la discrétion, de la patience, de l'empathie. Ensuite, il faut monter ces enregistrements. Ça prend des heures et des jours. Il y faut encore plus de soins et de patience. Vous voyez où je veux en venir. La réserve, la patience, les petits doigts agiles. Non, vous n'y êtes pour rien. Je suis Kali. J'ai volé le collier de Maria. Évidemment, non. Ces qualités ne sont pas intrinsèquement féminines. Elles sont le fruit d'un conditionnement culturel où, depuis des siècles, les mères répètent à leurs filles « Tiens-toi tranquille et prends une aiguille ». Un message que Amy et Courtney ont justement perçu comme contradictoire. Pendant ce temps, les pères intiment à leurs garçons d'aller crier dans un ballon « À bas le burkini !» Tout ça ne nous dit pas pourquoi vous êtes si nombreuses à écouter la radio. Et donc à m'écouter là, maintenant, chaviré par cette voix grave, tandis qu'une émotion venue de l'intérieur colore vos joues gracieuses d'un troublant carmin. Je dis toujours que le podcast se rapproche de la lecture, et on sait que les femmes lisent pendant que les hommes ronflent. La radio est un art de l'écoute. Elle réveille des émotions enfouies. Elle sollicite l'attention, la réflexion, l'empathie, autant de qualités masculines disponibles en option. Dans nos séances d'écoute, c'est pareil, le public est très majoritairement féminin, ce qui en fait l'endroit idéal pour rencontrer des meufs sensibles. Ensuite, ça peut se conclure par une pelle ou un râteau, comme dans la merveilleuse série de Jeanne Robet, Pelle et râteau. Elle veut sortir avec un type, et le type veut sortir avec elle que si moi je sors avec son copain à lui. Des hommes, des femmes, des homos, des hétéros roulent des patins et prennent des vestes. La radio est une femme, le patron est un homme, tout est dans l'ordre. À la semaine prochaine. Arte Radio. Non, j'aurais pu placer le patriarcat blanc, mais ça faisait vraiment pute. .com. Bon, c'était un exemple, vous l'avez compris, plutôt court de effectivement ce qui se voit au niveau national et ce qu'on voit aussi au niveau local, c'est-à-dire que donc la radio, effectivement, il disait que c'était pas le glamour social, c'est un travail où on est caché, c'est-à-dire qu'on nous voit jamais, on imagine simplement nos voix. Et il y a absolument pas ou très 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 peu de reconnaissance. On fait pas de scène comme des DJ. Voilà, on envoie des capsules sonores sur Internet. Quand on a de la chance que des radios nous programment, alors on est programmé. Et du coup, y a effectivement cette reconnaissance par les pairs qu'il faut déjà trouver, en sachant que pour mon cas, en tout cas, la création sonore, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, c'est vraiment un tout petit réseau. Donc en ce moment, il y a le festival Longueur d'onde à Brest, qui est le plus gros festival de la radio et de l'écoute en France. Et c'est vrai que si on n'y est pas, si on participe pas aux tables rondes, et bien effectivement, il y a ce phénomène de réseau qui ne se produit pas. Voilà. Et du coup, en tant que femme et en tant que créatrice sonore, l'art qu'on produit vient souvent en support à de l'image, vient souvent en support à des spectacles de théâtre ou de danse, mais n'est pas valorisé tel quel, n'est pas valorisé tel qu'un art à part entière où en fait on propose aux gens des découvertes et des immersions dans des mondes particuliers où ils peuvent se poser avec un casque et vraiment rentrer dans cet univers-là. Voilà. Ça, c'est assez important de le dire. Alors du coup, moi j'ai plusieurs questions. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la création sonore? C'est quelque chose de récent dans ta vie ou c'est quelque chose qui est venu J'ai commencé il y a 3 ans par des émissions de radio, voilà, plutôt journalistiques, et des émissions de cuisine. C'est assez stéréotypé quand même, mais oui, j'ai commencé par des émissions de cuisine en fait. Et de la création sonore, j'en fais vraiment depuis janvier 2017, donc ça va faire 2 ans. J'ai monté une structure là pour justement vendre de la communication sonore aux entreprises pour valoriser leurs projets. D'accord. Donc ça veut dire que je suis aussi dans cette démarche entrepreneuriale d'aller trouver des clients
Et du coup, de proposer des produits. Et je me pose toujours la question de la compétence, c'est-à-dire que tant que c'est comme finalement la programmation musicale, tant qu'un client nous a pas dit OK, banco, on part ensemble et qu'on n'a pas produit avec un devis, en fait, il y a toujours ce phénomène de la compétence ou pas qui revient. Voilà, donc dans mon cas, j'ai produit d'autres choses et tout, à côté, quoi, sans le vendre. Mais du coup, c'est vrai que ça ramène toujours à la précarité, en fait, de l'art qu'on porte ou pas. Ok. Donc difficulté quand même un peu à te lancer au final, du coup financièrement, pas forcément artistiquement parce que tu... Mais financièrement, effectivement, je pense que... Alors moi j'ai plein de copains qui sont auto-entrepreneurs dans le milieu artistique et qui n'ont par exemple jamais fait appel à un comptable. Et moi j'avais plutôt tendance à dire, finalement je vais baisser mes prix pour avoir déjà des contrats. Mais je me suis fait aider par un comptable qui m'a dit mais surtout pas... Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais une femme ou parce qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait vraiment ce phénomène de devoir se faire aider par un professionnel de l'entrepreneuriat qui disent non, mais ce n'est pas possible et il faut que tu valorises ton travail. Et ça passe aussi par la rémunération que tu vas pouvoir avoir avec ce que tu fais, quoi. Après, du coup, c'est quand même hyper positif de considérer qu'on n'a pas la science infuse et que tu fasses... aider dans ce que tu fais. Bien sûr, il y a des gens qui font tout en autodidacte, il y a aussi des gens qui se prennent des gros fours, donc est-ce qu'on a envie de ça? Pas nécessairement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu viens de le dire, on l'a dit tout à l'heure, tu as une difficulté du coup à estimer ce que ton travail valait, autant je suppose en temps qu'en qualité artistique. Exactement. Plus en qualité artistique qu'en temps maintenant. Ok. Parce que je vois à peu près ce qu'il faut que je produise et comment. Et après, il y a aussi le phénomène des sujets à aborder. Par exemple, là, j'ai un projet à Marrakech, donc au Maroc, avec des femmes en situation de handicap qui travaillent dans une coopérative de tissus. Et la question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on va me percevoir en tant que femme, alors que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais là, pour le coup, c'est plutôt criant comme exemple, avec mon micro et dans un pays que je connais bien, mais dont je ne suis pas originaire. Et pour vous dire, je me suis fait un peu emmerder la dernière fois que j'y suis allée, quand je suis ressortie du pays avec mon enregistreur. J'avais mis ma carte SD ailleurs parce que le risque, c'était qu'on reprenne mes données, en fait, et qu'on me confisque la carte. Donc il y a ce truc de... Voilà, là, pour le coup, c'est dans un pays étranger, c'est un peu différent, mais je ne sais pas, par exemple, si j'irais toute seule la nuit, parce que la création sonore, c'est aussi de la collecte de sons, et c'est aller voir les gens et c'est vivre leur quotidien. Je ne sais pas si, par exemple, j'imaginais faire une création sur le monde de la prostitution. Je ne sais pas si j'oserais y aller tout seul, par exemple. Là où un homme se poserait peut-être beaucoup moins de questions. Et donc ça pose un problème dans la création sonore en tant que telle. Tu as des exemples du coup de collègues masculins qui seraient dans la création sonore ou autre création qui auraient pu être face à des problématiques comme ça de danger en fait, parce qu'on peut dire ça, hein, c'est pas de souci avec ça, et qui l'ont quand même passé ou Je connais très peu d'hommes qui font de la création sonore. D'accord, pas de souci. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose. En passant, en parlant de création sonore, il y a une artiste qui s'appelle Flaka qui organise entre autres les boom boom à la belle électrique pour jour et nuit, qui est super et qui fait aussi des choses comme toi. Donc tu n'es pas la seule et sachez qu'il y a des choses qui se bougent. Mais pareil, tu en disais tout à l'heure que les femmes artistes étaient souvent amenées à travailler en lien avec les actions culturelles, les enfants, les collèges, les lycées. Elle est en plein là-dedans. Mais elle adore ce qu'elle fait et elle le fait très très bien. Donc c'est parfait. Mais est-ce que c'était ça qu'elle imagine initialement? Je ne sais pas, je ne vais jamais me poser la question. Mais il y a ce truc-là qui revient. Juste dernière question, après je pense que je vais dire quelques petites choses et on va passer sur les recommandations parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais bien que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser à la fin. Du coup, tu es quand même quelqu'un engagé dans des projets, plus tu es... est-ce que je peux dire que tu es féministe? Je pense que oui, tu es ici présente avec nous. Disons que je suis féministe. Disons ça. Comment tu gères du coup comment t'as dit ton militantisme et ton travail artistique? Est-ce que tu penses que ça pourrait être ou ça a été un frein dans le fait d'être diffusé Non, je pense que c'était parce que j'étais justement engagée que j'ai commencé à faire de la radio parce que c'est un engagement.
à part entière, et ça se ressent dans les sujets que je peux proposer, en fait, notamment sur ce récit des minorités, parce que le projet de Marrakech, en fait, va prendre plusieurs dimensions, j'espère, à l'échelle européenne, pour faire justement dialoguer les minorités, en travaillant à chaque fois avec des artistes différents en son. Ok, merveilleux. Je pense que l'engagement, c'est important. Mais alors ça, c'est sûr. Donc on est bien d'accord. Je vais juste vous donner quelques petits points de témoignages et de faits un peu importants pour conclure cette partie témoignage. Donc du fait de ma formation de diffusion de la culture, on a été amené toute l'année passée à rencontrer beaucoup de professionnels et ES, bref, des femmes aussi, beaucoup, majoritairement. Et on a eu beaucoup de retours de femmes qui nous expliquaient qu'elles avaient, soit en prenant des responsabilités, soit même pas forcément, elles ont été harcelées, on leur a dit que « mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es sûre que tu veux vraiment faire ça ?» Et même quand elles étaient dans des postes de direction, on leur faisait « non mais ton choix, je pense qu'il est pas bon, t'es sûre? Est-ce que t'as demandé à Jean-Claude ?» Et tout est tout le temps remis en question, donc c'est vraiment quelque chose qui continue. Après, ces femmes-là, elles sont pas forcément... Elles sont pas toutes encore dans ma génération, j'ai envie de dire. Et elles travaillent aussi avec des gens qui sont dans cette génération d'avant. Ce qui n'empêche pas de réfléchir, hein, soit dit en passant, et de s'informer, etc., et d'évoluer. Mais est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Et ça, c'est des vrais soucis qui continuent de perdurer. Et juste pour une petite aparté, on fait aujourd'hui une table ronde sur la place des femmes dans le monde de la culture. On a très peu cité toutes les personnes transgenres, etc., toutes les personnes... homosexuels, etc., qui peuvent aussi avoir des freins dans le monde artistique qui sont plus grands qu'on ne l'imagine, malgré l'ouverture d'esprit qu'on citait tout à l'heure, au début. Juste petite aparté, Bilal Hassani, qui est un artiste français, qui est un jeune artiste, il a 19 ans, qui vient d'être sélectionné pour l'Eurovision, donc il va fièrement représenter la France. Bon, l'Eurovision, c'est pas forcément mon émission favorite, mais effectivement, ce jeune homme qui est d'origine marocaine et qui porte des perruques et qui est homosexuel, en ce moment se fait bâcher sur les réseaux sociaux, mais d'une manière folle. Il reçoit des menaces de mort, il reçoit des menaces de mort pour sa mère, pour toute sa famille, on l'insulte. Concrètement, cet homme a 17, 19 ans, je ne sais plus trop, mais il est jeune, même s'il n'était pas aussi jeune, ce n'est pas une raison. Il est sujet d'un coup à énormément de critiques. Comment créer, comment continuer, comment rester motivé à être médiatisé de cette façon, alors qu'on se prend autant de violence? C'est aussi un frein à la création, c'est aussi un frein au fait de continuer à créer et à vouloir s'exposer. Combien de personnes, je pense, ne se lancent pas parce qu'on a peur des jugements sur eux et non pas sur leur création? Et le fait que le jugement négatif que peuvent avoir les personnes sur eux-mêmes contribue au fait qu'on dise que ce qu'ils font est nul, malgré tout le travail et tout le talent qu'ils peuvent y mettre. Donc voilà, juste cette aparté-là qui me semblait importante, surtout qu'on n'a pas pu avoir cette parole de nos chanteuses ce soir. Voilà, on continue le combat. Et je te laisse finir, du coup, Solène, sur les recommandations et les préconisations, les idées, du coup, qu'on peut avoir déjà pour faire évoluer ce statut des femmes et cette invisibilité des femmes dans le monde de la culture. Du coup, je vais juste donner les questions principales, parce qu'on a beaucoup parlé et peut-être que vous avez aussi envie de réagir à tout ça. Donc dans ce rapport, que je vous invite vraiment, je ne le redirai jamais assez, mais à le lire, il y a plein de préconisations faites au ministère de la Culture, que d'ailleurs Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture, a reprise et a même mis en œuvre dans le cinéma. Par exemple, il y a la question de l'égaconditionnalité dans les attributions des subventions. Un système, alors je vous le lis parce que... Instauré pour toute structure culturelle percevant des subventions publiques des objectifs chiffrés obligatoires de progression. Donc un fonctionnement de bonus et de malus, en fait, tout simplement, puisqu'on en est là et qu'il faut en passer par là, en fait. Et par exemple, dans le cinéma, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Françoise Nyssen a mis en place. Un bonus de 15%, par exemple, dans les subventions pour les films exemplaires en matière de parité. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être mises en place qui pourraient être mises en place par le ministère, qui a déjà fonctionné.
Après, voilà, il y a des préconisations concernant la prévention des violences sexistes et sexuelles dans les structures d'enseignement, mais aussi dans les institutions. Voilà, il y a aussi des préconisations pour valoriser l'image des femmes dans les contenus artistiques et aussi pour amoindrir les contraintes logistiques des femmes qui sont artistes et qui travaillent dans ce milieu un petit peu atypique, aux horaires atypiques, pour la prise en charge de leurs enfants, pour les contraintes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Voilà. Oui, je voudrais juste rebondir sur, parce qu'il y a ces préconisations globales et puis il y a ce qu'on peut faire à son échelle. Évidemment, la question de ce que je peux faire en tant qu'enseignante chercheuse en art du spectacle s'est posée et se pose pour mes collègues aussi en art de la scène. Et c'est évident que depuis quelques années, on est beaucoup plus vigilante sur la part des femmes dans les artistes qu'on va inviter, mais aussi dans les corpus sur lesquels on va travailler. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est compliqué de se projeter s'il n'y a pas de femmes autour. Et cette question, c'est l'enjeu du matrimoine. Hein. Dans patrimoine, on valorise l'héritage du père plutôt que l'héritage de la mère. Donc faire en sorte qu'il y ait aussi ce matrimoine qui soit présenté à nos étudiants, c'est quelque chose d'important. Et puis là, ça va moins intéresser les enjeux musicaux qui nous intéressaient, mais je pense qu'on a aussi un rôle à jouer sur l'évolution, la remise en question de certains codes. Je pense par exemple au code naturaliste, qui est très présent dans le cinéma, qui vient du cinéma et puis qui s'est un peu exporté au théâtre et qui fait qu'on estime qu'un rôle doit être joué par un comédien qui ressemble au rôle. Donc un personnage masculin doit être joué par un homme, s'il est blanc, il doit être joué par un blanc. Et ça a eu pour conséquence, dans les écoles supérieures d'art dramatique, alors qu'il y a plus de femmes qui se présentent au concours, il y a une parité. On a décidé qu'il y aurait 50% de femmes, 50% d'hommes. Et en réalité, si on avait reflété les rôles disponibles, je crois que la proportion des hommes pris aurait été encore plus importante. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont davantage en concurrence sur les places dans les écoles supérieures d'art dramatique. Et puis une fois qu'elles y rentrent, elles sont moins sollicitées parce qu'il y a moins de rôles. Donc leurs camarades masculins vont travailler davantage. Et puis si on s'en tient à ce principe, à ce code naturaliste dans les distributions ensuite, très clairement, elles vont travailler beaucoup moins que les hommes. Et rien n'impose ce code naturaliste. Il y a plein de metteurs en scène très intéressants qui le subvertissent. Donc voilà, souvent on voit arriver nos étudiants sur des projets de création, ils ont un peu ce réflexe du faut qu'ils ressemblent au rôle. Non, pas nécessairement. Je crois que ça, on peut faire un travail de ce côté-là. Il y a eu ce débat aussi pour les séries télé, la série 3 qui est disponible sur Netflix, qui n'est pas la meilleure série de votre existence, mais Ulysse, qui est du coup un des protagonistes principaux, donc est un homme. Hein, on n'est pas allé jusqu'à que Ulysse soit une femme, mais il est noir. Et ça a posé un problème monstrueux que Ulysse soit noir, parce qu'il était normalement grec, et du coup, il ne doit pas être noir. Et je pense qu'il y aurait pu avoir des réactions aussi virulentes, parce qu'on n'aurait pas respecté une tradition littéraire qui n'existe pas, parce que la tradition de l'oral, bref, c'est ridicule. Et Émilie, tu voulais dire quelque chose du coup par rapport à ça ? Oui, si vous voulez avoir un exemple concret de l'anticode naturaliste, vous pouvez aller voir Saint-Félix de la compagnie Élise Châteauret ce soir à la MC2. Il est incroyable, voilà. Sinon, venez au concert ce soir. Hein. Oui, demain aussi, Élise Châteauret est à la MC2. Fort bien. Tu veux rajouter encore quelque chose, Séverine ou Non, pas. Tu peux, hein, je pense. Ce serait chouette que si vous avez des questions ou même au-delà des questions, des choses à ajouter, à infirmer. Je pense qu'on va déjà juste finir sur ça. Après, on a un petit micro, je vais vous le faire passer à ceux qui ont envie de poser des questions. Est-ce que tu as 2-3 choses encore toi à rajouter ? Non, je pense que c'est tout. Ok, alors moi du coup je finis simplement sur une partie qui me paraissait importante. Donc comme on disait tout à l'heure, les initiatives individuelles sont aussi importantes. Sachez que dans votre région, il y a des collectifs, principalement sur Internet, qui sont présents et qui se bougent, comme le collectif FRAC,
AAK, qui relaie toutes les initiatives de metteuses en scène, d'artistes féminines, de tables rondes sur la place des femmes dans le monde de la culture. Donc c'est un collectif qui est très présent et qui a aussi une newsletter. Donc vraiment, ça touche un public très varié. Par rapport aux stratégies collectives des réseaux de femmes, il y a le site Madame Rap qui référence beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeuses en fait. Et voilà, tout ça c'est des logiques de sororité où on s'entraide. Alors bien sûr, les hommes sont bienvenus dans ces logiques-là. Il y a aucun moment, pas d'homme, pas ça. Mais ces réseaux de sororité, ils existent, ils doivent continuer à perdurer. Vous pouvez y participer, rien qu'en vous informant, rien qu'en vous mettant dessus pour avoir les informations. C'est déjà une participation que de rendre visible déjà par vous ces artistes et ces changements. Avant de vous donner la parole, je voulais vous remercier d'être là. Je voulais remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout, même s'il fait un peu froid. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me caille, je me dis que ça doit être pareil. C'était très important pour nous qu'on mène cette table ronde jusqu'au bout, avec toutes ces informations que vous pourrez retrouver, parce que comme je vous le disais, cette table ronde est enregistrée et on pourra du coup vous la diffuser, surveiller vos réseaux sociaux, etc. et nos réseaux sociaux personnels d'Accours de Son et d'HF et du Radio Campus, elle sera relayée. Voilà, si vous avez des questions, levez la main et je viendrai vers vous avec un micro. Merci pour cette table ronde déjà. Moi je voulais dire plusieurs choses, mais par exemple pour le site que disait Madame Rap, il y a un festival de rap féministe qui est en train d'être monté ici à Grenoble, inspiré d'un festival qui a eu lieu à Saint-Étienne depuis 2 ans. Il s'appelle le FMC Fest. Et voilà, c'est des artistes de rap femmes avec des ateliers techniques sur la lumière, le son, le graphe, la danse hip-hop proposée par des femmes aussi. Ce sera autour de la BAF et de ces lieux-là. Et c'est quand ça va avoir lieu en juin. J'ai pas les dates précises, mais mi-juin. C'est organisé par une association sur Grenoble ou un collectif par le collectif de la BAF, entre autres. Tout près du Pacifique, chemin des Alpins, au sud des Grands Boulevards en tout cas. Et si je peux partager aussi, moi je suis en art du spectacle, et du coup il m'est arrivé de faire des stages dans le milieu de la technique. Et notamment un stage en tournée dans l'Isère, où on allait dans des petits lieux pour monter des pièces. Et donc j'étais avec l'équipe technique, on arrivait le matin pour décharger les camions et on était aidés par les équipes municipales. Et du coup, dans ces petits villages, les gens qui étaient là pour nous aider à décharger les camions, alors déjà, ils me disaient « Bonjour mademoiselle ». Je ne suis toujours pas définie par mon statut marital, donc non. Et ensuite, ils prenaient systématiquement les flycases, donc des choses comme ça là-bas qui permettent de transporter du matériel des mains, parce que soi-disant c'était trop lourd, parce que je devais sûrement avoir des câbles à brancher ou des trucs de filles à faire, donc décharger le camion, non, le charger pareil. Et c'est vraiment... Mais je pense que c'est d'autant plus important en tant que femme, en fait, de faire, même si on n'a pas d'appétence ou pour le truc. Moi, c'est un peu le parti que j'ai pris maintenant. Ouais, bon, la technique, au départ, ça m'intéressait pas forcément, mais ça a fini par m'intéresser parce que j'avais envie de montrer que, en fait, je pouvais le faire. Que oui, je peux porter des lumières et les installer et mettre les filtres qu'il faut et en fait, je suis capable comme tout le monde. Et je crois que c'est ça, finalement, l'engagement et le militantisme, c'est parfois de se dire, bon, ok, de prime abord comme ça, je le ferai pas, mais en fait, si, pour montrer justement que je pense que c'est important en fait. C'est de la pédagogie et de la diplomatie qui est une chose une des caractéristiques qui fera qu'en fait on arrivera à faire passer l'idée que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va aller tendre le micro et qu'on va affiler nos fichiers son à un homme pour qu'il le monte derrière en fait. C'est hyper important. Puis c'est vraiment bon aussi un peu de les remettre à leur place parfois quand ils sont supérieurs et on arrive, on fait le truc et on leur dit non, ça marche pas comme ça, ça marche comme ça et moi je sais et toi même si t'as 50 ans et que t'es un homme blanc, tu sais pas. Oui. Et de pas se laisser infantiliser, ça c'est très important. Voilà.
Merci énormément pour ton partage d'expérience. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? J'arrive. Bonjour. J'avais une question. Vous parliez de 2010 comme étant l'année charnière. Dans le micro. Super. C'est bon. Ouais, super. Ouais. Vous évoquiez l'année 2010 comme étant l'année charnière, d'ouverture de professions qui étaient auparavant exclues pour les femmes. Oui. Est-ce que vous savoir quelles étaient les causes qui ont entraîné ce changement? Alors, le chiffre, c'est le chiffre moral que m'ont donné les deux techniciennes qui travaillent à l'Est, l'espace transdisciplinaire juste en face. Et donc, c'est Cécile Chemin et Karen, je ne me rappelle pas de son nom. C'est Karen Wick, qui me disait justement qu'elles ont 10 ans de différence et que pour Cécile, qui fait des cours depuis longtemps à la fac et qui travaille à l'Amphipolis et à l'Est, elle avait senti en fait ce basculement dans les années 2010. Alors pourquoi, je ne sais pas. Elle disait que de plus en plus on acceptait les femmes dans les formations techniques et que donc là elle commençait à en fait affluer dans les salles et que ça changeait. Et c'est le milieu charnière et je ne sais pas pourquoi 2010. Je ne sais pas si dans les politiques publiques il y a quelque chose qui fait que... C'est d'y réfléchir. Non, là où il y a eu des avancées, mais c'est un peu plus tardif, on parlait de ces difficultés que rencontrent les femmes, que toute femme peut rencontrer, enfin quand on est sur la problématique de la double journée, du fait qu'il y a un partage pas équitable des tâches domestiques, ce qui vient compliquer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. C'est sûr que c'est vécu de façon particulièrement accentuée quand on travaille dans un secteur où il va être nécessaire de travailler le soir, de travailler loin de chez soi, de travailler le week-end. Mais il y a un point qui vraiment est un point sensible dans la vie, dans la carrière des femmes qui s'engagent dans le spectacle, c'est la maternité. Et c'est là qu'il y a eu des évolutions récentes qui n'ont pas tout réglé, hein, loin de là, mais il y a eu un gros combat de la part des maternitantes, le collectif des maternitantes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ne pas entraver trop son parcours d'intermittente quand on choisit de faire un enfant? Il y avait deux problèmes majeurs qui se posaient. Le premier, c'était déjà, vous savez, quand on est en congé maternité, on ne perçoit plus de revenus au titre du travail qu'on ne fait plus, c'est bien naturel. On est indemnisé par la sécurité sociale. Mais pour pouvoir être indemnisé, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures dans les 3 mois qui ont précédé le congé maternité. Et on demandait aux intermittentes de justifier d'un nombre d'heures qui est en fait plus important que celui qu'elles auraient dû justifier en dehors de cette période, alors même qu'elles entraient, une technicienne porte plus difficilement des charges lourdes dans les 3 mois qui précèdent son congé maternité, une artiste qui travaille avec son corps, enfin une comédienne, une danseuse, ça peut évidemment avoir des incidences sur son travail, donc elle aura plus de mal à travailler sur la période qui précède l'arrêt. Et donc, le nombre d'heures faisait que beaucoup de femmes se retrouvaient sans indemnité durant leur congé maternité. Donc ça, on a réduit le nombre d'heures nécessaires, je crois que c'était en 2015, et on a amélioré aussi, enfin ça fait partie de l'accord de 2016 qui est venu changer certaines conditions d'indemnisation, etc. On a essayé de faire en sorte qu'elles ne soient plus pénalisées aussi dans le calcul de leur indemnité après leur congé maternité, puisque évidemment ils n'ont pas travaillé pendant cette période-là. Donc déjà il y a eu avant ça une avancée qui était qu'on a décidé qu'on allait comptabiliser 5 heures quand même de travail sur les périodes où elles étaient en congé maternité, ce qui leur permettait quand même de renouveler leurs droits à l'intermittence. Mais on n'intégrait pas ces heures-là dans le calcul du montant de l'indemnité. Donc voilà, c'est en train d'évoluer. Il suffit d'aller sur la page du collectif des maternitantes pour voir qu'il y a encore plein d'erreurs de calcul et que ça reste un passage compliqué. Il y a, pour ceux et celles que ça intéresserait, il y a une étude de Raphaël Doyon sur les trajectoires professionnelles des comédiennes qui s'adosse. Donc elle a mené des enquêtes auprès de comédiens et comédiennes, enfin, oui, les deux, je crois, issus des écoles de formation d'art dramatique, et elle relève que pour nombre de femmes, il y a le choix de ne pas faire d'enfants parce que ça vient trop entraver leur carrière professionnelle.
Donc je répondais pas du tout à la question. J'essayais de réfléchir à ce qui s'était passé en 2010 et du coup je suis plutôt passée à ce qui s'était passé en 2015-2016. Par ailleurs, Cécile, donc elle fait des cours elle donne des cours à l'université, et elle disait que encore sur cette date de 2010-2011, c'est là qu'elle avait eu des étudiantes vraiment militantes qui avaient dit en fait parce qu'on m'a dit que je pouvais pas le faire, je l'ai fait. Voilà. Et je sais pas ce qui a changé dans le paysage. Il y a forcément un contexte socio-économique comme d'habitude qui fait que c'est à cette période-là que ça a changé, quoi. Une dernière question, est-ce que vous pensez que le monde de la culture est en retard par rapport, enfin, vis-à-vis de cette marche pour l'égalité, ou au contraire, de facto, je pense que, en tout cas, il est beaucoup plus précaire, et donc d'autant plus précaire pour les femmes. Je sais pas si ça répond un peu à la question, mais je pense que c'est un des milieux les plus précaires qu'on puisse trouver. Quand le rapport de Remprat est sorti en 2006, on a quand même découvert que dans le milieu de la culture, il y avait moins de femmes à des postes de responsabilité que dans l'armée. Ça a été un choc. Donc est-ce qu'on est en retard? Très certainement. Enfin, ça, on l'a déjà évoqué. Il y a vraiment un contraste qui est abyssal entre ce que l'imaginaire... l'imaginaire qu'on a construit autour du milieu culturel et la réalité. Il y a des mécanismes de domination forts qui sont à l'œuvre dans le milieu du spectacle et dans le milieu culturel globalement, et les femmes ne sont pas les seules, mais elles en font très certainement les frais. Après, encore une fois, il y a des avancées fortes, j'en ai évoqué plusieurs au cours de la conférence, et puis même si on repart sur la question du sexisme qui a été évoqué tout à l'heure, on n'en a pas parlé, c'est curieux, mais enfin, il y a eu l'affaire Weinstein récemment, c'est né dans le milieu de la culture et ça a des incidences formidables sur l'ensemble de la société avec une libération de la parole des femmes. Après, c'est pas non plus une coïncidence si ça a émané de ce milieu-là. Dans la culture, il y a beaucoup de sexisme et il y a beaucoup de cas à dénoncer, et il y a aussi beaucoup d'omerta. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal d'affaires qui sont en train de naître, enfin, émerger en France, et puis bizarrement, on n'en entend plus parler ensuite. Elles ne sont pas les coups de l'affaire Weinstein, justement. Récemment, la Chris Brown, qui a été condamnée pour peut-être Est-ce que vous j'avais juste un exemple en tête qui est celui du chanteur Chris Brown qui est détenu pour viol, je connais pas, je sais pas s'il y a eu son jugement. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, effectivement, le monde de la culture, enfin tous les milieux sont en retard, hein, si on parle de ce principe-là où on n'est pas à 50-50, on est tous en retard, mais plus en retard que d'autres, je sais pas, mais effectivement par rapport à la question du sexisme, et là je te rejoins Séverine, il est présent et on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais je pense que ça joue aussi par rapport à la place des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont militants, qui sont dans le monde de la culture et qui ont des postes de responsabilité ou de représentation qui sont importants et qui sont féministes dans le sens où ils ont un discours féministe, mais dans le quotidien de leurs actes. Et je pense vraiment, sans le vouloir, c'est pas du tout une motivation de leur part de faire ça, écrase d'autres personnes, pas que des femmes, genre les gens en général, et laisse pas la place à ces femmes d'apprendre souvent, parce que dans le milieu associatif, dans le milieu culturel, c'est beaucoup d'apprentissage. Au début, tu sais souvent rien faire, et après, tu apprends tout. Et si tu ne laisses pas la place au fait que la personne elle prend plus de temps à le faire que toi, elle va pas le faire de la même façon que toi, elle va le faire que toi, ça laisse pas non plus la place aux femmes, et ça ne permet pas non plus qu'elles puissent s'améliorer et puis prendre ses responsabilités en tout état de cause. Voilà, parce que tout le monde ne fait pas forcément des formations, il faut arriver dans le monde de la culture, clairement pas. Je pense que de plus en plus, mais pas tout le monde, et heureusement, ce serait vraiment triste. D'accord. Est-ce que l'Assemblée a d'autres... J'arrive. Bonjour Caïs. Bonjour, merci pour cette table ronde. Moi j'avais une question, vous avez parlé du coup du monde de la culture et notamment surtout de la musique, du spectacle vivant et un peu du cinéma. Et moi personnellement je suis étudiant en histoire de l'art et est-ce que vous avez des chiffres relatifs
aux arts plastiques, aux beaux-arts Oui. Et est-ce que ce que vous avez développé se traduit presque littéralement dans ce milieu-là? Partout. D'accord. J'ai un chiffre là alors c'était un article du 8 février 2018 sur Culture Veille qui disait que du coup la ministre de la Culture se donnait jusqu'à 2022 pour tendre à la parité dans le monde de la culture et ce qui était dit c'était que moins d'un artiste sur 4 exposé dans un fonds régional d'art contemporain est une femme pour le milieu de l'art. 1 sur 4, moins d'1 sur 4. Donc, un quart. Donc 25%. Donc, c'est-à-dire que les 75 autres pourcents, c'est des hommes. Je vais jusqu'au bout de... Voilà. En tout cas, moi, j'ai aussi fait de la recherche en histoire moderne à l'université, sur un autre master. Et c'était rigolo parce qu'en diffusion de la culture, on était 15 femmes dans ma promo. Et en recherche en histoire moderne, j'étais la seule femme. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrivais en cours, quand je jonglais avec les deux promos, j'avais les deux côtés. Dans un milieu quand même aussi, pour le coup, très précaire, le milieu de la recherche. Et donc du coup, tu étais en histoire, en recherche à l'Arche, du coup, il y avait les promos d'histoire de l'art à côté qui, elles, étaient du coup peut-être 90% pour être dans une promo, pour être à 90% composée de femmes. Exactement. Et enfin oui, on parlait tout à l'heure, du coup, entre guillemets, des prédispositions de chaque sexe, plus l'histoire, la philosophie, en fonction de soi-disant les sensibilités, ou je ne sais pas qui a parlé de conditionnement culturel, non, c'était ton intervenant de Arte. Enfin voilà, ça pose plein de questions. Merci. Merci à toi, je te laisse ta parole. Oui. Alors, juste pour rebondir sur l'histoire de l'art, sur l'art en général, il y a un très bon article qui est paru sur le webzine Manifesto 21, il n'y a pas très longtemps. Manifesto 21 Manifesto 21 en chiffres romains. Sur les diplômés d'école d'art et les débuts de carrière, en fait, entre les femmes diplômées et les hommes diplômés. Si ça vous intéresse, ça peut être une lecture intéressante. Et je voulais ajouter quelque chose sur les artistes dans la musique, parce que je viens de la musique classique, mais je suis aussi passionnée de métal. Et dans ces deux milieux, on se rend compte que, au-delà du déséquilibre entre le nombre d'artistes femmes ou hommes, il y a aussi un énorme déséquilibre au niveau des compositrices. Et donc, dans la musique classique, par exemple, au niveau des musiciens d'orchestre, il y a beaucoup plus la parité, par exemple, que parmi les solistes instrumentistes, et encore plus qu'au niveau des compositrices. Et il y a une initiative qui a été lancée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Composer, avec H-E-R, pour soutenir les compositrices et les musiciennes dans la musique classique. Et donc c'est une plateforme en ligne. Il y a un projet d'édition de manuscrits qui sont dans le domaine public. Il y a des critiques de concerts, d'albums, des tribunes. L'idée, c'est de lancer à la fois un projet qui permet de rendre plus accessible un répertoire féminin et aussi de médiatiser davantage les initiatives qui existent déjà. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, je pense que dans le champ musical, on gagnerait à interroger la différence aussi entre la place de la chanteuse et la place de l'instrumentiste. Moi, c'est un domaine que je connais mal, mais en regardant un petit peu avant cette table ronde, j'ai pas eu le temps de lire le bouquin, mais j'ai lu certains papiers et témoignages. Marie Buscato, qui a travaillé sur le jazz. Alors, le jazz, c'est particulièrement caricatural. Je crois qu'on est à 8% de femmes dans le jazz, et que si on descend aux instrumentistes, on est à 4% de femmes. Donc pour tous ceux qui s'intéressent. C'est assez similaire au métal, du coup, dans les proportions de femmes. D'accord. Donc en tout cas, elle examine ces mécanismes qui font que les instrumentistes particulièrement vont aller se déporter vers d'autres champs disciplinaires, aller travailler ailleurs au bout d'un moment, dont le choix masculin y contribue. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, allez voir le travail de Marie Buscato. Je rebondis là-dessus, très intéressant par rapport au milieu punk, qui est du coup un milieu engagé déjà dans sa musique. Les femmes qui sont dans les esthétiques punk, il y a des musiciennes, il y a des chanteuses qui se réunissent beaucoup. Et là, du coup, on n'a pas une parité, on n'a pas 50-50 d'instrumentistes, mais il y a des femmes
Enfin, il y a des femmes instrumentistes dans le monde du punk, beaucoup, plus que je pense que dans d'autres milieux, mais c'est déjà, en termes de pourcentage, on en sûr, parce que le punk est aussi, c'est pas du tout une niche, clairement pas, mais genre, c'est pas aussi gros que le R&B, bref. D'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Je commence par là, après je vais devant. Merci beaucoup. Donc juste pour la suite de ça, pour contribuer sur ce qui a été dit sur la musique et justement sur la place de la chanteuse. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup les instrumentistes et des fois, et donc du coup, après, d'où vient la composition musicale, ça peut dépendre. Si c'est le projet de la chanteuse, et que le groupe est plus là en support, c'est plutôt quelque chose de valorisant. Mais des fois, on peut se dire que la composition vient d'abord des musiciens, donc que des hommes, et puis ensuite on rajoute la figure de façade qui est la chanteuse qu'on ne pouvait pas remplacer parce que les hommes n'ont pas les mêmes voix, donc voilà, on voulait ça, on avait besoin d'une femme pour tout. Du coup, dans tous les milieux un peu jazz, et même que ce soit semi-pro ou professionnel, il y a très très peu de femmes instrumentistes. Et il y a quelques initiatives pour ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup en fait, de femmes instrumentistes, mais pas qui réussissent à percer ou qui ne vont pas s'imposer. Même dans la scène locale grenobloise, il y a plein de jam sessions, donc de scènes ouvertes où les gens viennent et jouent. Et il y a beaucoup de chanteuses, mais c'est à peu près la seule place, le seul instrument auquel on les voit. Et donc du coup, il y a eu des initiatives, typiquement Girls' Night, où c'était en mixité, c'est-à-dire tout le monde pouvait aller dans le bar, mais il y avait, seules les femmes avaient le droit de jouer, et ça changeait vraiment parce que c'était dans des bars où traditionnellement il y avait 95% d'hommes qui jouaient aux instruments. Donc c'est super intéressant, et je sais pas d'où ça vient pour cette différence, mais en tout cas elle est identifiée et elle pose question parce que c'est pas forcément en raccord aux valeurs qu'il y a derrière d'universalité, de partage, d'égalité, tout ça. C'est une question de place, et d'autant plus une question de place dans l'espace public là. Oui, c'est ça, c'est est-ce que je vais oser prendre la parole, est-ce que je vais oser m'imposer, ou plutôt, non, l'autre personne, le mec à côté, il a été plus rapide que moi. C'est ça. Il y a des chercheurs en urbanisme qui travaillent sur la place des femmes dans l'espace public et qui montrent que l'espace public est créé pour l'homme et par l'homme. C'est très intéressant, ça sort complètement du contexte, mais en tout cas, ça rejoint la place des femmes dans la culture. Il se rapproche de cette vision de la place de la femme dans l'espace urbain et dans l'espace public. Du coup, moi j'ai une question sur la recherche. Est-ce que vous avez connaissance de recherche sur le changement de comportement, notamment le sexisme? Sur comment changer ces comportements Alors du coup, c'est pas forcément que dans le domaine culturel, mais est-ce qu'il y a des recherches qui existent? Alors moi j'ai juste pour le coup un exemple, du coup l'histoire est aussi importante à regarder sur la place des femmes au-delà du milieu de la culture, mais voilà. Il y a Nathalie Coquery, qui est une historienne d'une histoire moderne, donc au XVIe, XVIIIe siècle, qui a travaillé sur la place des femmes dans les échoppes parisiennes par exemple. Et on voit l'évolution sur 3 siècles entre du coup, la fin du Moyen-Âge et la Révolution. Et bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément de recherches dans tous les champs de recherche, que ce soit la socio, que ce soit la psycho, que ce soit l'histoire de l'art. Il y a toujours des chercheurs qui travaillent sur ces disciplines-là, la socio 1 et le genre. Et il en existe plein, vraiment beaucoup. Merci. Merci à toi. Je l'ai vu là-bas. Voilà, je peux dire ça. Je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre. Je suis désolée, mais il est déjà l'heure. Du coup, bravo. Bonjour, moi je voulais juste revenir sur, parce que je suis aussi étudiante en histoire de l'art, et du coup il y avait simplement un truc moi qui m'a choquée du coup dans mes 2 premières années de licence là, c'est que je pense que plus de 90% des artistes qu'on étudie sont des hommes, et du coup je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et qu'il y a vraiment des changements dans ce programme d'histoire de l'art qu'il faut apporter, et que c'est pas parce que dans une certaine époque les plus connus c'était des hommes qu'aujourd'hui on doit étudier que ces hommes-là, que du coup je pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là. J'ai pas la solution, mais voilà, je voulais en parler. Je suis d'accord, dites-le à vos enseignants. La solution elle est là, dites-leur que vous trouvez pas normal d'avoir des programmations qui valorisent exclusivement un patrimoine masculin.
Et pour rebondir sur ça, est-ce que tu disais sur le matrimoine, HF organise aussi les journées du matrimoine pendant les journées du patrimoine au même moment. C'est des journées qui mettent en avant la création féminine et qui revalorisent qui juste montrent que oui, il y a eu des femmes créatrices en histoire de l'art, elles existent, c'est juste qu'elles n'existent pas dans les manuels scolaires pour l'instant, mais qu'en tout cas ces journées-là sont dédiées à la mise en valeur et un certain rééquilibrage pour ça, quoi. C'est un vrai problème. D'accord, merci. Il y a une initiative qui a été récompensée au prix Diderot qui est portée par l'Insti, l'association en gros des musées en sciences techniques et industrielles, qui est portée par Gabrielle Régula de l'université Aix-Marseille. Elle a créé en fait un plateau de jeu qui montre que y a énormément de femmes scientifiques qui ont créé des objets du quotidien. Ça sort un peu de la culture et de la femme, mais en tout cas il y a plein d'initiatives à tous les niveaux, que ce soit du coup de la recherche sur le genre dans plein de sciences humaines et sociales, mais aussi les femmes dans la science, c'est très important, et je pense que ça rejoint la culture dans son sens beaucoup plus large. D'accord. Merci. Et j'avais juste une toute petite question qui n'a rien à voir. Est-ce que c'était volontaire de votre part de faire une table ronde où il n'y a pas d'hommes? Ou est-ce que c'est... Il y a eu Sylvain Gire quand même, pour une pointe de... Oui, c'est vrai qu'il y a eu Sylvain Gire. Alors, c'était volontaire, oui et non, dans le sens où initialement, je voulais pas la mener toute seule, donc on a fait appel à l'association HF, et Exvel nous a répondu, on se connaissait déjà, donc j'étais très contente de travailler avec toi. On s'est dit que ce serait bien d'avoir une parole universitaire, on a contacté Séverine Muset parce qu'on savait qu'elle travaillait sur ces thématiques-là et que ça l'intéressait. Et Émilie s'est proposée d'elle-même. J'aurais pas forcément dit non à un homme, au contraire, on n'a pas eu cette occasion, mais je voulais privilégier la parole des femmes, l'association voulait privilégier la parole des femmes qui parlent des femmes. Après, un homme qui serait proposé, qui serait tout aussi pertinent que moi, qui est féministe, c'est pas de souci. Si Nicolas avait voulu prendre la parole, j'aurais jamais eu de souci avec ça. Mais bien sûr, c'est aussi l'occasion d'avoir des places privilégiées pour parler, et on en manque. Il faut se créer ces occasions. Et c'est une très bonne question pour la fin, et je suis très contente qu'on conclue là-dessus parce qu'on conclut sur quelque chose de positif. Des initiatives, il y en a plein. Aujourd'hui, on en fait une. Il y en a plein dans toute la France, dans tout le monde. Alors, bien sûr, il y a aussi plein de choses négatives qui existent, mais on vous a présenté des initiatives qui amènent des femmes, donc des festivals avec que des femmes, des jams avec où on accepte que des femmes jouent, etc. On est les acteurs de demain et les actrices de demain de tout ça, vous en faites partie. Effectivement, pour faire remonter à ses professeurs, c'est une chose. Demander à avoir des femmes dans les programmations, c'est une autre. Il y a plein de programmes participatifs qui existent. À la basse-cour, c'est le cas. La basse-cour, c'est une scène de théâtre, humour, qui est sur Saint-Pono. Il y a plein d'autres. Demandez, réclamez, et surtout, n'arrêtez pas de militer. Merci à vous et passez une belle journée. Et si vous avez encore envie d'échanger avec nous, on va étendre les micros, mais vous pouvez venir nous voir, tout ça. Et dernière chose, il y a la documentation sur HF Auvergne-Rhône-Alpes juste devant Solène. Pas que. Il y a aussi les rapports de la SSCD, les rapports du gouvernement, il y a plein de choses que vous pouvez piocher là, servez-vous. Voilà. N'hésitez pas du coup, à vous servir, à venir nous poser des questions maintenant ou plus tard. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous, en tout cas moi beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Aloïse.